J'ai 2 mots à vous dire. C'est quoi tes 2 mots? Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. J'ai 2 mots à vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde peut dire quelque chose. Ouais, mais c'est pas obligé. C'est que si on veut. J'ai 2 mots à vous dire. Bonjour et bienvenue dans J'ai 2 mots à vous dire, l'émission décontractée qui vous propose de rencontrer de nouveaux amis autour d'un apéro à l'eau pour l'instant, mais je sais que ça va peut-être pas durer. Et le tout à la campagne, et le tout bien sûr en public, n'est-ce pas? Et pour la dernière de la saison, nous avons décidé de quitter le centre-ville de Nantes pour nous mettre au vert. C'est sympa. Ouais, c'est la sortie de fin d'année en fait. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu la colo. C'est un peu la colo. Le début de colo. Qui part à la campagne. C'est Nous sommes chez Stéphane Sanchez à la Templerie, Château-Thébault, 10 minutes au sud de Nantes. Salut Stéphane. Bonsoir David. Ça fait des années qu'on en parlait. Ah oui, à ça peu près. fait très longtemps et je suis vraiment très heureux de te recevoir, toi et toute ton équipe. Dont tu fais partie quand même. Oui, c'est vrai. Donc tu peux dire nous. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Qu'est-ce que On tu est veux? content de se recevoir chez Voilà. Alain Delon est là. Oui, Alain de loin pour moi. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots, parce qu'on fait tout en quelques mots seulement Oui, c'est vrai. dans J'ai 2 mots à vous dire. Pas en 2 mots parce que ça serait Peut-être pas trop en court. 2 mots. Mais c'est un lieu que Ce j'ai lieu, la créé. Templerie. C'est un lieu que j'ai créé en octobre de l'année dernière et qui est un lieu de découverte, de rencontre et aussi de pédagogie, puisqu'on se forme ici aussi bien la semaine pour plutôt les professionnels et le week-end pour les particuliers à travers des stages, formation en management, prise de parole en public, n'est-ce pas David? Et oui. puis le week-end, il y a un certain nombre d'intervenants qui prennent ces lieux pour faire part de leur savoir et les communiquer à l'ensemble de leurs élèves. Et puis c'est aussi un lieu où on propose du spectacle à domicile entre amis. C'est à peu près 6 dates par an, et puis aussi c'est un beau jardin avec notamment un potager partagé et voilà, on se teste à la permaculture. Qu'est-ce qu'on ne fait pas en fait? Ah, je sais pas, j'ai pas réfléchi Ouais, à cette question, David. ouais, Vraiment, on fait beaucoup de choses en réfléchi. effet. Ouais. Quelques grenouilles aussi. Ah oui, il y a des grenouilles, Il y a un bassin de nage aussi. Ouais, j'ai vu ça, ouais, un petit peu On cracra, va mais faire un plan de coupe, Kevin, sur le bassin de nage. Il y a 25 mètres de nage. Par contre, Il y a Inès. je suis pas sûr qu'on puisse nager la brasse. Oui, non. Par contre, si t'aimes pas virer, tu fais que des longueurs. Voilà, c'est possible aussi. C'est vrai qu'il a un côté Alain Delon avec ses lunettes de soleil là. de loin. Une émission réalisée par Kevin Roland, mon pote de Camino Productions. Salut Kevin. Et croquée par Rayoru. Salut Rayoru, Thomas dans le civil et Rayoru pour son nom de star. Nous vous proposons des belles rencontres ce soir, et c'est Stéphane qui a fait le plateau. Un plateau qui nous amènera à recevoir Amélie Barbier. On parlera de danse, de féminité dans un instant avec Amélie. On parlera de la passion du vin avec le viticulteur Jean-Michel Poiron qui est également avec nous. On parlera de musique et également à nouveau de danse, en l'occurrence de tango, avec le tubiste Michel Berger qui à la retraite a décidé de se reconvertir dans le yoga tango. Des gens passionnés en fait, Stéphane. Est-ce que tu peux nous décrire ce plateau, cette belle brochette d'invités face à toi? Déjà, je suis vraiment très Regardez-le dans les yeux, s'il te plaît. Oui, je suis très heureux de vous recevoir tous les trois. Ça me fait plaisir. Quand on a travaillé sur ce plateau, j'ai pensé à vous trois assez rapidement. D'autant plus qu'il y a 4 mots qui vous caractérisent. Je les ai notés. C'est de l'impro. Non, c'est de l'impro total. Tous les 4, tous les 3, ils sont rigoureux, passionnés, pédagogues. Ça, c'est une chose sur laquelle j'insiste parce que j'aime la pédagogie, c'est mon métier. Et puis, vous êtes 3 belles alchimistes. Voilà, prenez ça dans les dents. Voilà, ça c'est pour vous commencer. Vous n'êtes pas à l'abri de compliments dans cette Et juste émission. pour finir, Michel Berger, le véritable. Le vrai, il est là. À ma droite. Jean-Michel, l'original, à ma gauche. Et en face de moi, Amélie, l'authentique. Eh ben, c'est l'heure d'accueillir l'authentique en première. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Est-ce que vous vous êtes déjà questionné sur votre part de féminité? Ben oui, au fait, ça veut dire quoi être une femme? Qu'est-ce qui peut contribuer à l'épanouissement des femmes? Elle a peut-être des réponses à vous fournir puisqu'elle accompagne la féminité des femmes, bien sûr, mais aussi des hommes. Ah, je savais que ça plairait. Jean-Luc Lahaye, ça plaît toujours à un moment ou à un autre. Voici une danseuse orientale. Avant, j'avais ça. Non, parce que j'avais celle-là. Je lui proposais de choisir à un moment. Voici une danseuse orientale. Reconvertie. Voici Amélie Barbier. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Et on va lui poser plein de questions. Je
Je t'ai vu tiquer, Amélie, sur le Salma ya Salama de Dalida, parce que ça doit pas être tout à fait dans les normes de la danse orientale. Pas tout à fait, mais c'est pas grave. Tout à fait. Pourquoi voilà, Qu'est-ce qu'elle a qui va pas cette... Non, mais j'aime beaucoup Dalida. Ouais. Elle est égyptienne en plus. Donc, En plus, oui. ouais. La danse orientale que j'ai pratiquée. Et on va en parler égyptienne, d'Égypte. donc, Ouais. Oui, tout à fait. On va voyager là-bas. Alors, laquelle, on va mettre Salma ya Salama de côté, laquelle tu choisis entre Où sont les femmes, Être une femme, femme que j'aime, et Femme que j'aime, et Si j'étais un homme. Alors, j'ai bien aimé Femme. Femme. Répété 2 fois. Femme, celle-là, Voilà, là, c'est ça. la Jean-Luc Lahaye. Avec Jean-Luc Lahaye, débarquez-le, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça. Celui qui faisait cette émission-là. Donc c'est toujours le petit faible en fait hein, dans les soirées. Je sais pas, c'est le ton de voix, j'en sais rien. Le timbre, Peut-être. Sa teinture de cheveux, je suis certainement. pas sûre. C'est pas certain. Pas sûre que ça soit ça. Bienvenue en tout cas dans J'ai de moi à vous dire et bienvenue dans l'émission que nous avons concoctée avec Stéphane Sanchez. Tu viens nous présenter une activité, une entreprise qui s'appelle Rêve de Femme, en parallèle d'une fonction au sein d'une entreprise dans laquelle tu exerces un autre métier. Tu crées cette activité qui accompagne la révélation du féminin chez les femmes bien sûr, mais aussi chez les hommes, et puis qui parle de relations entre les deux. Ça consiste en quoi en quelques mots ? Alors, j'anime des ateliers qui ont pour intention de permettre aux femmes de développer leur épanouissement personnel pour vivre de meilleures relations entre elles, entre femmes, avec les hommes et aussi d'elle à elle, c'est-à-dire avec son propre corps, dans la relation qu'on a avec soi. La relation avec soi, la relation avec l'autre. Et voilà. Donc... C'est vrai qu'on parle beaucoup de relation à l'autre, bien sûr, à nos interlocuteurs, mais il y a aussi la relation de soi à soi. Ça paraît un petit peu bizarre comme façon de parler. Quand on n'est pas un petit peu dans la pédagogie, dans le développement personnel, on a tendance à regarder ça avec beaucoup d'étonnement, mais c'est aussi comment est-ce qu'on est en relation avec la posture dans laquelle on se trouve tout au long de la journée. Oui, alors c'est aussi la relation qu'on a avec son corps, notre première relation, je dirais que c'est celle-là. Quand on en a une, quand on le sent au quotidien, parce qu'on peut être beaucoup perdu dans les gestes du quotidien et avoir une relation avec son corps qui est plus de l'ordre de la mécanique. Et je dirais que pour une femme, particulièrement, on a tellement de choses qui s'y passent dans notre corps que la première chose, c'est se réconcilier avec lui pour pouvoir être en meilleure relation avec les autres. Parce qu'une femme a d'abord une relation hyper sensitive avec son corps et ses émotions. Et c'est souvent ça qui vient aussi s'étendre, pour tout le monde, mais je dirais plus pour les femmes par rapport à tout ce qui se passe dans leur corps de femme et tout au long de leur vie. Et voilà, on va parler de ça, préparer vos questions sur la féminité, sur la relation à l'autre en général et la relation homme-femme. D'abord, un petit mot sur ton parcours. Ton premier métier, c'est danseuse orientale. Oui. Contrariée par un environnement familial, mais on a dit que c'était pas l'objectif d'en parler. Toi, tu viens d'une famille d'artistes et assez naturellement, tu arrives dans une fibre artistique assez importante, alors que parallèlement à ça, tu t'orientes vers des études d'architecture. Ça ne doit pas être évident de conjuguer les deux là. Alors disons qu'effectivement, je viens d'une famille où il y a beaucoup de création. À l'échelle de la famille, des festivités qui s'y passent. Et naturellement, j'ai des envies artistiques pour me projeter dans mon futur professionnel. Et ma famille ne soutient pas trop ce choix. Et donc, je trouve un compromis qui est l'architecture. Donc, quand je pars de chez moi, je me passionne dans cette école que j'ai fait à Toulouse pour ces études qui sont des études hyper larges et vraiment qui couvrent beaucoup de domaines sur tous les plans artistiques, essentiellement art plastique, design, architecture. C'est un bon compromis en fait. Ouais. Hein. Et donc du coup ça passait parce que du coup c'était pas les beaux-arts et en même temps il y avait de la technique, quelque chose de rationnel qui pouvait... Il y a du boulot là-dedans ma fille. Oui. Donc c'est bon. Ça passe. Donc voilà, et passer le moment de me passionner de tout ce que je découvre et de tout ce que je peux créer dans cet environnement et de tout ce que je peux faire aussi comme voyage grâce à ces études.
je me rends compte après quelques stages que la réalité professionnelle n'est pas du tout un rêve que j'ai envie de vivre. C'est pas là que tu t'épanouiras. Non. Ouais. Et alors sur le coup, Sur le coup, c'est un peu un choc. Hein. Je me dis mince, qu'est-ce que je vais faire ? Sur le coup, quand tu arrêtes, quoi. Quand je me rends compte déjà que ça va pas certainement pas être ma voie parce que justement, j'ai envie de m'épanouir. Et donc parallèlement, je cherche un petit peu le temps de trouver une autre idée. Je fais de la danse, et en l'occurrence de la danse orientale, qui me permet dans un premier temps de me pacifier avec mon corps. Oui, parce qu'à l'époque, tu es en surpoids. Ouais, à l'époque, je suis en surpoids, je suis boulimique, et du coup, voilà, c'est assez compliqué à vivre. Et donc je me sens plus dans un corps, j'ai l'impression qu'il est disproportionné. Faire des crises de boulimie, c'est comme toutes les addictions, c'est plus fort que tout. Et donc c'est très culpabilisant, enfin c'est pas agréable à vivre. Et c'est la danse qui te réconcilie avec un corps plus fluet, ou est-ce que tu fais d'abord un régime ? Non, alors j'ai laissé tomber tout ça. En fait, la boulimie s'est réglée. Naturellement, je sais pas trop, mais un jour je me suis rendu compte que j'avais plus ce surpoids et plus de crise. Alors j'ai cherché toutes sortes d'accompagnements, toutes sortes de solutions, mais la danse a vraiment eu un rôle très important parce que les danseuses orientales, elles sont plutôt pulpeuses, plutôt voluptueuses, et j'arrive avec Salma Ya Salma de Dalida, et donc oui voilà. Avant de grimper et de découvrir les nuances et les subtilités de l'art de la danse orientale au niveau professionnel où je l'ai exercé, j'arrive avec le plaisir de danser et de sentir mon corps. En fait, la première découverte que je fais, c'est sentir mon corps dans la danse. La danse me permet de me sentir. Ouais. Et c'est le mouvement qui procure du plaisir, une douceur à vivre, et qui me réconcilie avec cet encombrement que je ressens d'avoir eu un surpoids. Et après, il y a aussi le miroir, et c'est une danse aussi qu'utilisent beaucoup les artifices pour embellir. Les artifices pour embellir ? Oui, c'est-à-dire que c'est une danse où il y a tout un costume, qui est une parure, le maquillage, la coiffure, et toute la gestuelle de la danse orientale est quand même assez orientée vers le raffinement, la posture des mains. On est un peu plus derrière un masque que dans d'autres formes de danse ? Moi, je ne l'ai pas vécu comme un masque. Moi, j'ai vraiment trouvé un langage par le corps qui m'a permis d'extérioriser un esthétisme que je n'avais pas trouvé comment exprimer par un autre outil. Et qui te permet de voyager, parce que tu souhaitais voyager, ça tombe bien, parce que tu passes une audition à Lille pour un spectacle multidanse, et tu es prise. Oui, alors je passe au Caire. Voilà, c'est ça. Donc j'intègre une compagnie à Lille qui, dans un premier temps, avait un projet de fusion, donc de mixer plusieurs danses, ce qui m'a poursuivi tout le reste de ma carrière. Mais en fait, je vis dès le début de ma carrière le rêve de toute danseuse. Toute danseuse, il me semble, en tout cas de beaucoup à l'époque, c'est d'aller danser au Caire, dans un hôtel de luxe, 5 étoiles. Et toi, tu commences ta carrière comme ça ? Ouais, en première partie de la plus grande danseuse mondiale, qui s'appelle Dina. Et qui, à l'époque, fascine les danseuses du monde entier parce que dans un pays comme l'Égypte, qui est quand même à l'époque encore un pays ouvert et qui a toute une histoire vraiment ouverte sur le monde, les États-Unis, l'Orient, et qui a toute une culture cinématographique, et c'est là que la danse est passée du folklore à la scène, et c'est inspiré de la danse classique pour, on va dire, s'ennoblir, en tout cas en mettant sur scène les corps des femmes, et en s'appuyant aussi sur les musiques classiques des grands auteurs et des grands compositeurs orientaux, devient un art à part entière, couru des gens plutôt qui sont plutôt de milieux aisés, mais qui viennent jusqu'à aujourd'hui dans ces grands palaces voir les plus grandes danseuses exprimer l'émotion de ces musiques très très orchestrées. Stéphane ? Oui, Amélie, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi aussi vite dans cette discipline ? Alors, je ne sais pas. Parce que tu vis le rêve dès le départ. Oui, je dirais qu'à l'époque, je suis vraiment très... les choses s'ouvrent à moi. Quand j'ai commencé à faire de la danse, j'en ai fait très vite beaucoup.
Et j'ai eu beaucoup de facilité pour avancer là-dedans. Au bout de 2 ans où je faisais tous les cours de ma prof à Toulouse, elle ouvre une formation professionnalisante qui était la seule en France dans l'école qui faisait de la formation de danseurs, l'école James Carles, donc à Toulouse. Et cette formation a eu lieu qu'une fois, donc le temps de nous former. Et je fais partie de la promo et à l'époque ça n'existait, il n'y avait rien d'autre. Et suite à ça, donc je pars au Caire rencontrer les chorégraphes parce que en tant que danseuse occidentale, c'est important de se confronter à l'environnement d'origine et puis voilà, il y a quand même l'envie d'être une danseuse authentique. Donc aller dans le pays, sentir les odeurs et puis auprès des chorégraphes pour comprendre qu'est-ce que ces danseuses expriment, qu'est-ce qu'elles racontent avec leur corps, qu'est-ce que les musiques veulent dire. Qu'est-ce que tu as découvert ? J'ai découvert une force, un charisme puissant qui est lié aussi à... Qui a contribué à te former ? Oui. Moi, j'ai été très impactée par ces danseuses qui, d'une part, dansent avec au moins une trentaine de musiciens, 25-30 musiciens. Et effectivement, la musique live porte la danseuse, mais c'est la danseuse qui fait quand même le show, quoi. Et ça m'a fascinée et j'ai été d'autant plus touchée que j'avais fait de la musique dans ma jeunesse. Ma mère a eu la bonne idée de m'y mettre. Et donc tout ça, pour moi, je vois le potentiel puisque j'avais fait beaucoup de spectacles dans l'école de musique de ma ville. Et voilà, tout de suite, je comprends que je suis dans un bain artistique, la scène, les musiciens, ça me fait vibrer. C'est ce qui va m'amener au retour de Lille à vouloir faire la même chose. Oui, puisque le retour, pour le coup, c'est un peu la catastrophe, mais tu rebondis en donnant des cours. Tu décides finalement de monter ce que tu as vu au Caire. J'ai vu au Caire, oui. Et tu montes un orchestre. Oui. Ouais. Oui, parce que je me dis, effectivement, quand je suis rentrée du Caire, la compagnie avec laquelle j'étais partie, voilà, ça s'est achevé de manière un peu brutale. Et moi, j'étais partie avec mon envie, bien sûr, d'avancer en soliste, parce qu'une danseuse orientale, c'est vrai qu'en Orient, c'est plutôt des solistes, même s'il y a des groupes de folklore. Et je décide de monter ce que j'ai vu. Et pour continuer de répondre à toi, Stéphane, je cherche ces musiciens, je vais à un concert, et là, je repère un violoniste, Fouad, qui sera mon musicien pendant toute ma carrière, puisque avec lui j'ai un coup de foudre artistique et on fera tous nos concerts sans une espèce de fusion qui fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup travailler pour vraiment être en fusion ensemble sur scène. Tu avais un tubiste aussi ? Non. Non ? C'est parce que tu n'as pas rencontré Michel à cette époque. C'est ça, je ne connaissais pas encore Michel. C'est le grand regret. Et oui. de Parce que... Et ça reste toujours son rêve, d'ailleurs. Il a fait l'ONPL entre-temps, du coup, pour se venger. Et c'est vrai que c'est un petit peu à l'encontre, parce qu'une danseuse orientale, en général, est plus en affinité avec le percussionniste. Parce que le percussionniste soliste est chargé d'illustrer tous les mouvements de son corps avec ses différentes frappes. Et moi, je pars sur la mélodie, c'est-à-dire que c'est mon violoniste avec qui on est vraiment en C'est ta marque de fabrique. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ça qui se passe. C'est une autre façon de danser, pour le coup. En tout cas, c'est comme ça, moi, que j'exprime ma sensualité, tout ce que j'ai à évoquer au travers de la danse, tout ce que j'ai à revendiquer aussi. Et j'ai eu des percussionnistes avec qui j'ai eu des bons duos et une bonne complicité, notamment à chaud, c'est-à-dire en pleine impro. J'ai eu pas mal de péripéties, mais j'ai quand même... Exemple ? Exemple, un musicien qui arrivait systématiquement 1 heure, voire 1h30 en retard aux répétitions. Ah oui. Oula, ça passerait pas ça à l'école, au conservatoire. Michel, supporter ça. Michel, Oh là là. Michel, il aurait donné des coups de fouet. Ponctualité. Ou qui arrivait juste pour le spectacle. Alors j'ai compris, après il y avait plein de raisons culturelles à ça, il y avait aussi des peurs qui n'étaient évidemment pas évoquées. Aujourd'hui je travaille plus sur le côté émotionnel, mais à l'époque voilà. Et qui arrive en me tapant sur l'épaule en me disant mais stresse pas Mel, stresse pas, ça va bien se passer. Et moi j'étais là avec mon poing menaçant. Ah oui. Il y a quand même des horaires à respecter. C'est pas la question de l'horaire, c'est qu'il y a quand même un show, quoi. Moi je n'ai pas que lui comme musicien et les autres ils stressent parce qu'il est pas là. Et en fait en live il assure. Et c'est moi qui est devant, c'est moi qui me dis j'espère qu'il va tenir et ça se passe bien. 2011 tu tombes malade. Ouais. Tu découvres une douleur importante physique. En 2011 en fait il y a il y a un changement de décor pour moi. Ça faisait un moment qu'il y avait des symptômes inexpliqués dans mon corps et en 2011 mon corps craque.
Alors, ça met du temps un peu à savoir ce qui se passe. Donc, et je découvre la douleur physique à son point extrême. Voilà, je pense que j'ai atteint des points culminants. Au point que tu arrêtes la danse. Au point que je suis obligée d'arrêter la danse parce que dès que je remets un pied, que ce soit en cours ou sur scène, les douleurs se déclarent. Donc c'est un vrai traumatisme pour moi et je m'arrête en pleurant devant mes élèves, parce que je ne comprends pas ce qui se passe et surtout je le vis comme une punition en fait. J'ai l'impression que voilà, tout mon parcours est tout d'un coup coupé en plein vol et que je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Tu parviens à mettre des mots sur cette maladie et tu rebondis avec quelle envie ? Alors, dans un premier temps, je persiste un peu. Je voulais juste préciser que j'ai un peu un tempérament warrior encore à ce moment-là. La maladie, c'est encore une à ce chose. moment-là ou warrior en général ? Ouais, je pense que c'est encore le Ouais, quand même un peu. Ouais. Mais je veux dire qu'il y a eu un moment où ça s'est vraiment tassé, un petit moment de désert là, où j'ai pensé que voilà, j'étais plus une guerrière de l'aventure artistique, quoi. Mais bon. Et donc oui, j'arrive à mettre des mots, hein, ils sont mis. Voilà, j'ai des infections gynécologiques, une salpingite, une endométriose, et qui, au moment où c'est diagnostiqué, s'expriment. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des douleurs, mais bon, qui passaient un peu dans le quotidien. Et au moment où les mots sont posés, c'est comme si la douleur s'enflammait. Voilà, je m'embrase avec la douleur et je n'ai pas d'autre choix que d'écouter mon corps. Voilà. Et je me rends compte donc qu'avant, peut-être, je ne l'écoutais pas tant que ça. Je maîtrisais bien mon corps, comme beaucoup de danseurs, comme une marionnette, je pouvais en faire des tas de choses, mais je l'écoutais peut-être pas exactement. C'était quoi ? C'était le goût du défi, l'envie de faire toujours plus, toujours parfait ? Toujours parfait, toujours on va dire parfait, qu'il y avait quand même un fond de perfectionnisme chez moi. Qui s'est soigné depuis ? Je sais pas. Non, même pas, c'est une question. Qui s'est assoupli, on va dire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de souplesse, il y a plus d'acceptation aussi des choses. Et par la force des choses, ces dernières années, j'ai été obligée de composer avec le désir de mon corps. J'ai plaisir à dire aujourd'hui que moi et mon corps, je suis ensemble. Enfin, ça peut paraître schizo un peu. Ça peut paraître schizo. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis dit, je dois avoir un rapport particulier avec mon corps. Bon, je sais pas, en tout cas, j'ai une proximité sensorielle avec lui et je l'écoute. Et tu l'écoutes, Stéphane ? Et justement, de tout ça, qu'est-ce que tu en as fait aujourd'hui ? Alors, de tout ce parcours, j'ai cherché quand même des solutions, notamment pour aménager ma vie par rapport à la douleur. Et j'ai essayé énormément de choses. Et puis, j'ai atterri à un moment, donc j'ai quitté Lille, je suis arrivée à Nantes. Et là, j'ai fait des démarches de soins. J'ai rencontré une thérapeute avec qui j'ai fait plusieurs années justement sur la féminité, pour comprendre ce qui se passait dans mon corps, pour me restaurer avec mon corps, pour me réconcilier avec lui. Et je ne dansais plus du tout. Avant qu'on parle de l'accompagnement des femmes, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as d'abord compris, toi, qu'est-ce que j'ai compris à ton échelle personnelle, dans ton corps à toi-même ? Alors, j'ai compris que, en fait, la relation au corps, c'est une collaboration. Il a des choses à nous dire pour mener notre parcours de vie. Parce qu'il y a des informations dans le corps, alors il y a des traumatismes qui sont imprégnés, mais il y a aussi quelque part une discussion, même si ça peut paraître étrange, en tout cas moi je le vis comme ça et c'est ces mots-là que j'ai envie d'employer. Il y a une discussion qui nous permet, si on écoute, d'orienter notre vie pour plus de bien-être en fait. Des exemples ? Des exemples. Chez toi, chez d'autres que tu as pu accompagner ? Ouais. Alors chez moi par exemple, souvent ma tête choisit une direction et mon pied choisit une autre direction. J'ai beaucoup vécu ça en danse, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais c'est-à-dire ton mental veut aller là, mais ton corps t'emmène ailleurs. Voilà, et je l'ai vécu avec beaucoup de frustration. Je reviens à la danse parce que c'est le plus parlant que j'ai à te dire. J'ai fait des concours internationaux. Et pour moi, préparer un concours, c'était une chorégraphie, c'est balisé quoi. Et à même de monter sur scène pour le concours, je me brûle le dessous du pied. Et donc, du coup, je m'apprête à danser avec une douleur lancinante sous le pied. Freud appellerait ça un acte manqué. Oui, tout à fait.
J'avais aussi une sciatique dans des préparations. Enfin, j'avais quand même des signaux qui me disaient warning, t'es sûr, tu veux vraiment y aller. Enfin, aujourd'hui, je mettrais ces mots-là. Et donc, je me brûle sous le pied. Et là, je me dis, il se passe un truc. Non, moi, j'ai envie de faire ce concours. Je veux faire des concours. Je veux une carrière internationale. Et à l'époque, il n'y a pas d'autre choix, quoi. Faut remporter des prix, quoi. Et il faut remporter des prix. Oui, enfin c'est ce que j'ai envie. Ouais. Je vois les autres, j'ai envie de continuer de me produire à l'étranger. Et donc, je sais que pour... Tu sais quelle question me brûle les lèvres. Vas-y, je t'en prie. Non, on a dit qu'on parlerait pas de psychogénéalogie. Mais finalement, ça parle de ça aussi, parce que nous sommes les héritiers aussi d'ascendants, de missions et de tout le background fait de relations. Et les actes manqués, en réalité, proviennent aussi de tous ces éléments-là. Oui. Tu as travaillé là-dessus. Oui, bien sûr. Mais on s'arrête là. Stéphane, question. Non, mais une autre illustration de ce qu'expliquait Amélie avec Michel, ça nous arrive quand on sort de la cave de Jean-Michel. Oh, le lien, super. Que notre tête, le lien entre les trois invités. Elle veut y aller à gauche et notre pied va à droite. Toi, tu veux boire un coup comme t'es là. T'as entendu ce que je viens de dire ou non, Vas-y. Non, je disais qu'avec Michel, ça nous arrive quand on sort de la cave de Jean-Michel, que notre tête veut aller là-bas et notre pied il va à droite. J'ai peur de comprendre. Oh, quand même. Non, c'est parce que Michel m'oblige. Son vin est alcoolisé. Oui, c'est ça. Il nous avait pas il n'y a pas d'alcool. Nous, il ne l'avait pas dit. Non, on parlera de pas d'alcool tout à l'heure. C'est pas une cave au Banga. Non, okay. Alors, poiron d'Abin quand même, en face de toi. Attention, donc dis pas n'importe quoi. Regarde le verre, siglé avec la pilule. C'est mieux s'il serait un petit peu alors, plein. la première invitée, c'est Amélie. Pour l'instant, c'est Amélie, exactement. Donc, on en était à la tête veut quelque chose, oui. Le corps nous emmène ailleurs et il est important de l'écouter, ce corps-là. Donne-nous un autre exemple peut-être d'un accompagnement que tu as pu effectuer de quelqu'un qui a pris conscience qu'il était important d'écouter son corps pour qu'on puisse repartir avec des astuces et puis qu'on puisse identifier ce à quoi il faut être vigilant. Alors, donc, pour revenir sur mon cas présent, pour les personnes qui viennent, souvent c'est des maladies ou des petites gènes chroniques. C'est des inconforts au quotidien à répétition, c'est des qui vont dire tous les jours au même endroit, des douleurs qui disparaissent en fait dès qu'on va vers quelque chose qui satisfait plus, qui donne du plaisir. J'ai pas d'exemple concret. On cherche souvent à comprendre pourquoi. Oui, mais alors que c'est pas du tout la bonne question. C'est pas forcément la bonne question. En général, ce n'est pas la bonne question. C'est quoi la bonne question ? La bonne question, c'est... Je connais quelques-uns parmi les contributeurs qui ont sûrement envie de réagir à ce genre de propos. La bonne question, c'est dans l'instant présent, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je vis quelque chose qui me fait me rétrécir ou quelque chose qui me fait au contraire me redresser, qui me rend vivant ? Je dirais que le fil conducteur au quotidien, c'est pas tant ce que je vais faire après, demain, dans 15 jours, dans 3 mois ou dans 1 an, c'est au jour présent, qu'est-ce qui me rend vivant en fait ? Qu'est-ce qui me rend vivant ? Qu'est-ce qui me donne envie ? Alors, ça n'exclut pas qu'il y a des projets qui se construisent. Mais au quotidien, prendre soin de soi, c'est mettre des petits, c'est prendre le temps de boire un bon verre de vin, parce que le plaisir c'est maintenant, c'est pas demain. Ouais, moi j'ai quand même 3 invités, donc Jean-Michel pas tout de suite, merci, avec plaisir tout à l'heure. Jean-Michel pas tout de suite. Tu connaissais Nico ? C'est aussi. Qu'est-ce qui me fait du bien ? Qu'est-ce qui me fait plaisir ? Me reconnecter Jean-Michel à peu près, mais pas tout de suite. Me reconnecter à mes sens. À mes sens, ouais. Ouais, continuez à vanner à côté, nous on discute avec Amélie, si ça vous gêne pas. Tous les sens, c'est aussi se reconnecter en tant que femme au plaisir d'être une femme. Qu'est-ce qui fait que je me sens belle ? Parce que les femmes, je parle de beauté, là, il y en a qui pourraient qui pourraient s'exclamer, il n'y a pas que la beauté. N'empêche qu'il me semble qu'on est beaucoup à être élevés depuis petite en nous disant si tu fais pas ça, t'es pas belle, ou là t'es pas belle, là t'es belle. Et du coup, on avance malgré nous en ayant des critères. Quand je fais un truc bien, je suis belle. Quand je fais un truc pas bien, je suis pas belle. Et il faut souffrir. Et il faut souffrir pour être belle aussi. Alors la féminité, c'est
Alors, juste avant de revenir sur la féminité, parce qu'on va faire un passage important, je pense, sur cette question. Si ceux qui trinquent avec nous veulent bien, en tout cas, creuser ce sujet-là, à la vôtre, au fait. L'important... Ils trinquent tous en l'honneur d'Amélie. Hein. Je me tourne vers Florian, parce que j'aimais l'hypothèse que le qu'est-ce qui se passe parle à Florian, notamment... alors que le pourquoi a tendance finalement à nous maintenir dans une approche cérébrale, mentale, qui nous fait perdre un temps fou. C'est pas forcément une question, Florian, ça peut être juste une réaction. Une réaction, mais là comme ça, c'est en fait, je prends le micro, mais je suis sans voix en fait. C'est assez étonnant d'entendre ça, parce qu'en fait, ça fait écho dans des choses que l'on vit aussi dans la masculinité, probablement. Surtout une masculinité qui revendique sa féminité, en fait. Voilà. Et du coup, dans le s'écouter, écouter son corps, parce qu'en fait, ce que tu racontes, moi, je l'ai pas vécu, mais ce que disent les gens qui, notamment, vivent des moments de... On parle aujourd'hui de burn-out, on parle de... ça fait vraiment écho à ça chez moi, en fait. Quand tu dis la tête qui part d'un côté, le pied qui va dans l'autre sens, alors qu'il n'y a pas de substance illicite. Enfin, voilà, c'est terrible. Et en même temps, je pense que c'est une étape par laquelle passer pour précisément vivre autre chose et probablement vivre ce que l'on a à vivre, en fait. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, tout à fait égoïstement, c'est qu'est-ce que tu vis aujourd'hui et qu'est-ce que tu donnes à vivre aux autres. Ben voilà, parfois la meilleure question possible, c'est juste d'exprimer ce qu'on ressent. Merci Florian. Oui, effectivement, je dirais que j'ai envie de parler de la féminité maintenant, de la définir. J'accompagne aujourd'hui les femmes dans un cheminement vers l'épanouissement, à travers d'abord leur corps, des sensations corporelles, et la danse, puisque c'est mon parcours. Et je dirais que la féminité, c'est pas qu'une histoire de femmes, effectivement. C'est tout un ensemble de caractéristiques qui concernent un univers plutôt sensible, de reconnexion au corps, homme comme femme, de se poser sur qu'est-ce que je ressens, de se poser sur qu'est-ce qui me touche, et d'accueillir que ça se passe en moi, indépendamment du genre masculin ou féminin. C'est propre à tout le monde. Et je dirais que les femmes, on est, il me semble, un peu plus habituées à vivre avec ça, mais en même temps à se sentir parfois incomprises par l'homme, qui lui a eu un autre conditionnement, qui était plutôt celui d'étouffer sa part féminine, qui est le ressenti, l'émotionnel, le sensible. Oui, Michel ? Oui, moi j'entends tout à fait ce que dit Amélie. Les hommes, ils sont peu en contact avec leur part féminine et ils ne l'assument pas, et c'est bien dommage. Je travaille aussi sur ces deux aspects de l'être humain, homme ou femme, de la part féminine et la part masculine. La féminité, c'est quoi ? C'est certains sens quand la masculinité concerne d'autres sens ? Je dirais que oui. Bon, ça serait un petit peu, on pourrait discuter longtemps, mais la féminité, je dirais que globalement, c'est des choses, c'est tout ce qui concerne le sensible, l'émotionnel, le rapport au corps et tout ce qui a à voir avec l'intuition, le ressenti, ce qui n'est pas rationnel et tangible dans les principes, dans le principe féminin. En complémentarité, j'ai envie de dire, avec le masculin qui est tout ce qui est rationnel, concret, qui demande justement de passer par le mental, qui est la mise en matière. Alors que le féminin, c'est plutôt le projet, on va dire, ou en tout cas l'impression, la sensation, l'intuition qui va donner le mouvement au masculin de davantage concrétiser. de raccord, en tout cas, entre le mental et le corps et les émotions. C'est assez en accord, d'ailleurs, avec ce que disait Henri Samier. Vous vous souvenez, il y a 2 émissions de cela sur l'intuition. En l'occurrence, le mental, c'est vraiment, ça fait partie du principe masculin. Parce que dans le mental, on prévoit, on organise, on structure, on projette. Et je dirais que dans le féminin, c'est pas vraiment au niveau du mental que ça se passe, c'est on ressent. C'est tous les sens qui sont sollicités en même temps. Mais alors, oui ? La réceptivité. Réceptivité, oui. Mais alors, c'est quoi l'objectif ? C'est qu'on puisse correctement équilibrer sa part de masculin
et de féminin, ou se réapproprier d'abord son féminin lorsqu'on est une femme? Alors, Parce que c'est ce que tu accompagnes, le féminin. Tout à fait. Je dirais que ça dépend du parcours de vie des femmes que j'accompagne. Effectivement, il y a des personnes, des femmes qui se sont construites tout à fait dans le masculin et qui en souffrent. Ça veut dire quoi, se construire dans le masculin? C'est-à-dire dans le sont faire beaucoup, et l'agir. Le faire et l'agir. Le faire et l'agir, le penser, le prévoir. Ouais. Et ça éloigne du corps, ça éloigne de l'émotivité. Alors pour plein de raisons, hein. Il y a des raisons qui sont protection, il y a des raisons d'environnement, c'est des parcours de vie. De mission voilà, familiale. tout à fait. Approche-toi bien du micro, Michel, si tu veux réagir. De nécessité de vie. De nécessité de vie, ouais. La société nous pousse à être très masculin, les femmes en souffrent énormément. Évidemment. Et du coup, les hommes aussi. Ça peut être aussi de la survie, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont admis par leur parcours ou se sont soumis à des codes, des conventions. Et effectivement, dans toute l'histoire de la société, j'ai envie de dire que les femmes et le féminin a une tendance à être dans la soumission. Parce que justement, on a toute une société qui est dans l'action, la rationalisation, la concrétisation, les actes visibles pour dire qu'on fait quelque chose. Et tout ce qui n'est pas rendu visible ou matérialisé, ça ne compte pas, ça n'existe pas. Et donc on comprend aisément qu'une femme qui ressent a du mal à se sentir exister ou à prendre sa place ou peut avoir, enfin je ne veux pas faire des généralités parce que vraiment ça dépend du parcours de vie. Mais en tout cas, il y a des femmes qui ont une difficulté à se faire reconnaître dans leur existence de femme parce qu'elles ont moins de matérialisation avec des parcours tracés, des choses matérialisées, etc. Or, c'est effectivement deux principes que les hommes et les femmes ont entre eux. Donc, pour le bien-être de chacun, les hommes peuvent avoir besoin ou avoir un parcours de vie qui les amène à aller chercher leur part sensible, à la développer, l'accueillir et l'accepter dans leur vie, non pas comme quelque chose qui les amenuise, mais comme quelque chose qui fait partie et qui leur donne aussi une richesse d'existence. Et certaines femmes ont besoin de développer du masculin pour prendre leur place, se positionner, et d'autres femmes ont aussi besoin de revenir à leur essence féminine, intuitive, mais réceptive. Pourquoi finalement parler de masculin et de féminin et pourquoi, alors au risque de casser un peu ton fond de commerce, et pourquoi pas parler davantage de rapport au sens et ça m'amène à la question, est-ce que tu pourrais accompagner autant les hommes que les femmes à se reconnecter à leur sens, parce que finalement le masculin ou le féminin, tout ça dépend énormément des stéréotypes, de la culture, tous ceux qui ont travaillé notamment dans l'accompagnement du travail sous toutes ses formes sur l'égalité des choix professionnels et l'égalité en entreprise savent que c'est pour 99% du temps, de l'orientation des jeunes jusqu'à l'évolution professionnelle, d'abord des stéréotypes dont nous souffrons. Effectivement. Alors je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est mon parcours qui était essentiellement axé sur la féminité, sur mon parcours de femme, qui fait qu'à l'étape où je suis aujourd'hui, je me sens plus proche de l'accompagnement des femmes. Mais parallèlement, alors que j'étais en train de me dire c'était une évidence, accompagner les femmes, j'ai toujours eu dans mon environnement des hommes qui venaient me voir non pas pour du masculin, mais pour justement du féminin. Donc, du féminin ou du rapport au sens? Oui, alors oui, moi je pense que si tu veux, le féminin et le masculin aujourd'hui dans mon vocabulaire, c'est des repères, c'est pas clivant, moi j'ai pas envie de ça, mais c'est des repères reconnaissables qui permettent, une fois que je dirais c'est réapproprié, de pouvoir changer de langage. Voilà. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, même ça se dit pas, oui, mais là où je suis, on coupera ça. Je n'exclus pas d'avoir dans la continuité de mon parcours quelque chose de plus unifiant et qui gommera cette dualité. Moi aujourd'hui, elle n'est pas, je la vois vraiment en complémentarité.
Mais j'ai besoin, parce que voilà, j'ai besoin pour l'instant d'identifier. Ça me donne moi aussi des repères et ça me donne aussi des repères pour expliquer aux gens, pour identifier ce qui se joue au moment où ça se joue. Réaction de Jean-Michel, je ne sais pas ce que ça t'inspire, je te vois acquiescer, je ne sais pas si tu as envie de réagir particulièrement. De plus, de surcroît, tu es dans un métier plutôt traditionnellement masculin, la vigne. Je dis ça avec mes représentations, j'ai peut-être faux. Hein. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, cette reconnexion à ses sens? Je pense que si on ne se connaît pas, on ne peut pas faire des choses qui soient finies. Je pense qu'il faut avoir de la profondeur de soi pour pouvoir faire quelque chose. Ça passe par quoi chez toi? Moi, chez moi, j'aime beaucoup me concentrer, j'aime chercher, effectivement, il faut apprendre à se connaître. Moi, je ne me vois pas faire un produit sans se connaître, quoi. Il faut avoir une certaine... enfin, moi, je suis un créateur dans les produits. On fait 27 produits, donc 27 produits, 15 cépages. Ça veut dire qu'il faut être vraiment... Il n'y a pas d'œnologue, c'est moi qui m'en occupe. Ça veut dire qu'il faut vraiment être dans la cave, un peu de musique classique. C'est le meilleur des moyens, d'ailleurs, de revenir sur soi-même. J'ai mes moments aussi où je vais changer de rythme. Dalida n'a pas son mot à dire dans la sélection du vin. La musique. Dans le Sidi Ibrahim. Je dirais la musique donne de l'inspiration, ça c'est évident. Je dirais si chaque rythme permet. Vous m'avez manqué dans l'émission précédente tous les deux. Pardon, Jean-Michel. Tic et tac. Non, mais c'est vrai que la sensibilité, je pense que la part de féminité, moi, le côté féminin, peut-être, mais enfin, je pense que tout homme a effectivement une profondeur, et donc c'est cette profondeur qu'il faut exprimer à travers nos savoir-faire. Et je pense que... Quand on était gamin... L'une des insultes à l'égard d'un garçon, c'était d'être considéré comme une fille. Alors, j'ai pas fait de sondage dans les écoles primaires d'aujourd'hui. J'espère que ça a disparu avec notre génération. En quoi parce que j'aimais l'hypothèse qu'il y a encore des traces chez un certain nombre d'adultes. Oui, tu veux réagir, Florian, immédiatement. Place au direct. Je voulais juste réagir. C'était même pas d'être une fille, c'était une fille manquée, en fait. Est-ce que tu as vécu ça, toi? Une fille manquée. Ou un garçon manqué. Ou un garçon manqué. Tu l'as vécu toi-même, c'est ça? Non, tu l'as entendu? Pas forcément à mon égard, parce que j'ai eu la barbe très très tôt, mais... Dès le CE2, il avait la barbe. C'est pour ça. Florian, c'est un garçon manqué. Non, mais là, je sais plus, j'arrive plus à suivre. Du coup, tu opposes les hommes et les femmes, en fait. Je n'oppose pas. Attends, je vais au bout de mon raisonnement. Ouais. La femme à barbe dans tout ça. Je dis juste quand j'aimais l'hypothèse que ça a disparu avec la génération X, qu'aujourd'hui, les gamins d'aujourd'hui sont plus intelligents, mais... admettons qu'il y a encore des traces chez un certain nombre d'hommes qui sont encore dans ces images d'Épinal. Faut être fort, faut pas montrer ses émotions, faut pas pleurer. Comment on peut les rassurer, ces personnes? Oui, c'est toi l'experte là pour le coup. Comment on peut rassurer les personnes célèbres? Ouais, pour se reconnecter à leur sensible. En attendant de venir chez toi ici à la Templerie pour suivre un stage. On l'est tous naturellement au départ, on est conditionné. Oui, c'est ça. Oui, mais le on est un con qui n'a pas de nom. Tu le sais bien. Oui, si tu veux. Donc laissons la faute. C'est surtout qu'on parle de principes masculins et de principes féminins. On n'est pas en train d'opposer les garçons et les filles. Ça n'a rien à voir. Ah non, mais on est d'accord là-dessus. Voilà, d'accord. Féminin, ça veut pas dire mais ta femme, question n'était pas d'accord avec... Non, mais merci pour la précision. Oui, c'est effectivement. le principe. Donc on a tous en nous quelque chose de, non pas de Tennessee, mais de féminin et de masculin. Voilà. Donc après, il peut être enfoui d'un côté comme de l'autre. Ma question, elle est simple, c'est comment rassurer les personnes qui sont encore dans ces images d'Épinal? Et j'ai l'hypothèse qu'il y a encore pas mal de monde. Moi qui vois la sensibilité au niveau des consommateurs, au niveau de leur goût. On pourrait dire effectivement les hommes consomment sec et les femmes consomment sucré. Et c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors les clichés sont très forts, fonctionnent toujours.
Il y a des femmes qui veulent toujours boire doux parce que ça rentre dans leur conformité et des mecs qui veulent boire toujours sec parce que ça rentre dans leur conformité. Mais au bout du compte, on se rend bien compte que les personnes qui sont bien avec elles-mêmes vont naviguer, ils vont plus être... c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Donc je pense pas qu'il y ait un goût d'homme et un goût de femme. Moi, pour moi, je suis pas les sensibilités. Pour le vin en tout cas. Pour le vin en tout cas, voilà, tout à fait. En tout cas, est-ce que ça produit d'équilibrer ça en chacun? Parce que je dirais qu'on ne peut pas rassurer à la base quelqu'un qui est dans sa conformité et qui ne se pose pas la question. Pour qui ça ne pose pas un problème. Il y en a qui peuvent se poser la question. Oui, mais je veux dire, ceux qui se posent la question vont peut-être quand même plus chercher des solutions. Ou pas, effectivement, mais en tout cas que... C'est toute la différence entre la velléité puis l'action. Oui. J'ai perdu ma phrase maintenant. Comment on fait pour les rassurer? Comment on fait pour les rassurer? C'était ça l'idée première, si ça peut t'aider à raccrocher les wagons. Bon, servez un gros câlin. Oui, un gros câlin. Qu'ils aient une idée plus claire de ce qu'est le féminin, la féminité, et ce qu'est le masculin. Et arrêter de penser que homme égale masculin, femme égale féminin. On a les deux aspects qu'il faut harmoniser, équilibrer, et il n'y a pas un modèle type. C'est à chacun en soi de trouver le bon équilibre. Mais il est certain que les valeurs féminines sont un peu piétinées depuis des centaines d'années. Donc c'est le masculin qui l'emporte, et même en conjugaison, ça veut dire que les valeurs féminines ne sont pas valorisées, ne sont pas reconnues. Tout ce qui est réceptivité n'est pas reconnu. Et quel est l'intérêt? Je pense que aujourd'hui, ce qui compte, c'est de faire, de produire, de prouver, etc. Et c'est quoi l'intérêt de tout ça, Michel? C'est justement l'intériorité, vivre une vie intérieure. Si on n'équilibre pas la vie extérieure dans le faire et la vie intérieure, eh bien, on n'est pas équilibré, on n'est pas heureux. De soi à soi et aussi vis-à-vis des autres, avec les autres. Oui. Jean-Michel, et puis je voudrais qu'on termine cette interview avec des astuces, des choses très concrètes en attendant d'être accompagné par tes soins. Jean-Michel? Non, je vais rajouter pas grand-chose. C'est vrai que on est avec un corps, on a effectivement une... il faut effectivement l'interpréter. Quand on est un homme, on l'interprète en homme, et quand on est une femme, on l'interprète en femme. Après, je pense que l'intérieur de chacun peut avoir des similitudes. Je veux dire, ça n'a pas de... Enfin, c'est ce que je ressens. Enfin, personnellement, je ne trouve pas que... c'est se dématérialiser de penser comme ça, de se dire effectivement j'aurai un corps de femme, j'y arriverai aussi, mais avec peut-être une perception différente. Peut-être que évidemment que je pense qu'on s'exprimerait différemment. Ou pas. Amélie, en attendant de changer les stéréotypes, la société, ce fameux « on » qui nous a oppressés, rangés dans des cases, qui, en tout cas pour un certain nombre de personnes, hommes ou femmes, nous ont déconnectés à nos sensations. Comment reprendre le contrôle ou tout au moins le pilotage de ces émotions? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors moi, je dirais explorer. C'est-à-dire que quand on ressent un moment que on est dans un moment d'impasse, ou qu'on n'arrive pas à sortir de certains schémas, ou justement on rencontre relationnellement toujours les mêmes situations, je dirais que explorer à partir de ce qu'on connaît de soi, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Un exemple, par exemple, moi j'ai grandi avec l'idée que la danse de cabaret c'était une danse de pute. Parce que les femmes étaient nues, parce qu'elles étaient lascives sur des chaises. Bon, résultat, j'ai été faire la danse orientale et j'ai exprimé ma sensualité, ma nudité. Je n'étais pas complètement nue, mais en tout cas, j'avais des tenues très ajourées. Et moi, j'ai revendiqué de mettre en avant un corps qui est digne, qui est respectable. Et j'ai voulu
montrer que le corps d'une femme était respectable et beau et que j'étais contente de vivre dedans. Et je dirais que tout ça, il y a des femmes qui disent « Ah, ça, jamais, jamais, non, jamais pour moi ». Et moi, ce que je propose dans mes ateliers, c'est d'aller explorer, y compris les choses que vraiment, non, jamais, parce que ça fait de moi, ça me colle une étiquette. Si je me mets du rouge Travailler à lèvres, ces fameux biais de confirmation, Oui, ces croyances enfermantes, limitantes. c'est ça, parce qu'une fois qu'on a été au bout de l'extrême, on se rend compte qu'il y a quand même un intérêt. Quel est l'intérêt à faire une danse sur chaise ou une danse orientale ? Qu'est-ce que j'y ai trouvé moi ? Du plaisir personnel. Et à partir du moment où je suis dans mon plaisir personnel, où je jouis de mon corps, parce que quand je bouge, ça me procure des sensations agréables. Oui, je sais, t'as tiqué, j'ai vu. Mais oui, où je jouis de mon corps, je ne parle pas ici de sexualité, mais on pourrait en parler, pas de problème. Oui, puisque tu peux aller jusqu'à l'accompagnement de la sexualité. On va dire un mot peut-être là-dessus, termine ton idée. Oui, je dirais que plus je me réapproprie mes sensations de plaisir, plus je gomme toute la culpabilité des femmes à être femmes et d'avoir un corps de femme parce qu'un corps objet de désir. Et donc moi, j'accompagne, en tout cas j'invite les femmes à explorer, pas dans des dimensions d'insécurité, bien au contraire, d'explorer dans le cadre de mes ateliers des dimensions d'elles-mêmes inconnues ou qu'elles n'ont jamais osé réaliser, qui vont leur apporter d'abord pour elles-mêmes une meilleure connaissance de leur corps et un plaisir, on va dire, propre. Parce que du coup, on sort du conditionnement, on sort de tout ce qui a été projeté sur elle. Je ne suis plus seulement l'objet d'un autre, mais je peux décider si je suis l'objet ou pas, un peu, beaucoup, et en même temps, quand je fais ce jeu de pourquoi pas, ça rentre dans une vie de couple, de jouer à la séduction, même exacerbée. Ça rentre aussi dans tout ce qu'on peut s'offrir pour expérimenter jusqu'où on peut aller, et sans nous faire de nous ce que l'on craint de devenir. Parce que les projections, c'est ça. C'est la peur de devenir ce qu'on nous prédit que si on franchit la ligne, je suis une danseuse orientale, moi je l'ai vécu dans mon quotidien professionnel. Je suis une danseuse orientale, donc je fais partie des prostituées. Effectivement, l'histoire de la danse orientale, il y a une histoire de prostitution. Mais il y a aussi parce que je suis une femme, parce qu'en face, je véhicule. Alors moi, j'ai choisi d'y aller les pieds dans le plat. Mais ma revendication, elle n'était pas contre, elle n'était pas agressive. Elle était vraiment d'embellir, de signifier et d'inspirer plutôt. Un dernier mot, sauf si vous avez envie de réagir, les contributeurs, les chroniqueurs de cette émission. Oui, moi je m'interroge quand est-ce que M. Sanchez se met à la danse orientale, quoi. Alors attends, déjà il lui faudrait une musique. J'en suis resté, Stéphane. J'en suis resté au slow. Ah oui, ça, tu peux nous faire quelque chose bien sûr, mais en sortant de la cave de Jean-Michel, il y a des soucis. Super bien. Alors on va parler d'alcool après. Non mais ça, tu vois. Donc il y a besoin d'alcool pendant. Parce qu'au départ, Nico, au début qu'on s'est connus, il voulait pas danser de slow avec moi, alors que son corps voulait. Exactement. J'ai pas choisi la bonne place. Oui, c'est sûr. Arbitre. La boum. Un mot sur la sexualité, puisque c'est l'un des sujets que tu peux aborder avec des couples qui viennent te voir ou avec des personnes individuellement qui viennent te voir et qui se rendent compte au fur et à mesure de l'accompagnement que c'est une question de sexualité. Alors, disons que c'est pas tout à fait comme ça. C'est souvent la recherche, l'exploration du corps, du bien-être vient aussi parce qu'il peut y avoir une difficulté au sein du couple dans la sexualité. Et je dirais que ça dénote d'une relation avec son propre corps et aussi d'une relation à l'autre, c'est-à-dire en tant qu'homme et femme, chacun avec ses conditionnements. Et souvent, les insatisfactions qui sont rencontrées, parce que c'est plutôt ça qu'on évoque, elles sont liées justement à des difficultés de l'un comme de l'autre, à naviguer avec son principe féminin et masculin. Et du coup, la rencontre ne se fait pas de manière satisfaisante. C'est-à-dire que l'homme est dans son objectif de performance et sans s'inquiéter de savoir si la femme, c'est ça qui lui apporte du bien-être. Et donc l'un va vers l'autre avec son conditionnement et ça crée des frustrations parce que la femme qui n'est pas, elle, dans la performance, elle a besoin de tout un environnement chaleureux, sensuel et tactile, là où l'homme a la pression sur... On parlait de force, je parlais des images d'Épinal tout à l'heure, on en est là aussi. Hein. Oui. L'homme doit être performant, sexuellement, en tout cas, au regard tout à fait. de
peut-être encore trop de personnes de cette société. Ben oui, et c'est ça qui crée, de mon point de vue, en tout cas c'est ces conditionnements qui créent de mon point de vue au lieu d'être dans une complémentarité et un équilibrage, pour moi aujourd'hui la liberté des hommes et des femmes, c'est naviguer, comme disait Jean-Philippe, naviguer entre se donner tous les droits, d'avoir envie un jour et pas envie le lendemain, d'être un jour d'une façon et le lendemain autrement, parce que tout est permis en fait. Mais c'est de soi à soi s'autoriser à naviguer parce qu'on n'est pas, un profil, on est tout, chacun. Merci Amélie, merci d'avoir été avec nous avant le dernier mot et les applaudissements qui vont bien. Ça peut être maintenant. Parce que je vous avais parlé de passion, de rigueur, d'alchimie et de pédagogie. CQFD, donc One Point déjà. Voilà, c'est pas seulement parce qu'elle est locataire de la Templerie que tu l'as. Non, mais moi j'adore ce discours. Alors beaucoup de bien aux femmes et puis j'espère et j'attends avec impatience que tu t'occupes de nous, les hommes. Oui. On en a grand besoin, grand besoin. Bon, toi, en tout cas, tu connais l'adresse pour pouvoir, et puis surtout les horaires, on te retrouve à la Templerie, et Rêve de Femmes, on te retrouve facilement sur les réseaux sociaux. Donc on me retrouve à la Templerie sur des soirées Rêve de Femmes pour explorer des rêves de femmes, donc que je propose dans des activités de danse, des stages résidentiels à la Templerie, donc Ode à la féminité, des ateliers de danse orientale et puis des accompagnements individuels et de couple. Amélie, ton parcours, c'est l'histoire d'une femme qui voulait libérer les femmes du poids du transgénérationnel. Et on en parlera une prochaine fois, puisqu'on a dit qu'on n'en parlerait pas trop aujourd'hui. On n'a plus de temps, il est temps d'accueillir nos prochains invités. J'ai 2 mots à vous dire. Tout le monde peut ramener sa feuille. Et avant d'accueillir notre prochain invité, je propose à Seb, Nat ou Nico, puisque vous allez chroniquer tous les deux ensemble, un petit défi, une petite battle. Ça vous dit, vous êtes joueurs ? Vous êtes joueurs, vous, de toute façon. Est-ce qu'on a le choix, David ? Oui, toujours joueur. Vous avez le choix, vous avez la possibilité de dire non si vous voulez. On va parler tout à l'heure forcément de vin, donc d'alcool. Bah oui, parce qu'il y a quand même un peu d'alcool dans le vin. Il y en a au moins 12, 13 degrés. Donc on doit faire un peu de prévention à partir du moment où on produit une émission. Je vous propose, qui veut jouer chez Nat et Nico et relever ce défi ? C'est Nico. Alors, Nico l'alcoolo. Tout à l'heure, quand David a commencé à nous parler du sujet, j'ai tout de suite pris des notes parce que moi, il faut que je couche les idées directement. Donc, alors, non, on a dit que c'était une surprise en fait. Pour les internautes, c'est une surprise. Vous n'êtes pas au courant de ce que je vais vous proposer. Une battle de slogans réels ou inventés de prévention en matière d'alcool. D'accord ? Le premier de vous deux le premier de vous deux à avoir le dernier mot, évidemment, aura droit de chroniquer immédiatement. On y va ? Ouais, Nat, oui. Nathalie a pas non, compris tu peux pas faire l'arbitre. Non, mais on fait de la prévention. Tu veux pas faire une question ? Ah oui, non, alors, qui est-ce qui joue chez vous ? C'est l'un ou l'autre ? C'est Nico, d'accord. Nico, on y va ? Oui. Alors attends, Nico d'un côté, Seb de l'autre. C'est Nico qui commence ou pas ? Bah ouais, parce que moi j'ai toujours rien compris. Et on fait de la prévention avec un verre de vin en fait. Mais c'est de la prévention. C'est de la prévention avec un verre de vin. Faut jamais accepter ça. Le tout, c'est de ne pas tomber dans l'excès. Avec modération. Exactement, on est bien d'accord. Seb, faut jamais accepter ça avant de chroniquer. Non, mais ça, c'est une règle. Non, mais moi, on me dit jamais rien en fait. Donc, un slogan réel ou inventé en matière de prévention contre l'alcool. Moi, j'en ai repéré 9 officiels, sachant que, évidemment, vous pouvez en inventer. Nico, prends la main. Avec l'alcool, tout s'affole. Ouais, on peut la valider, celle-là, Seb. Mais des trucs existants ou inventés, comme tu veux. Un verre, ça va. 2, bonjour les dégâts. Voilà, 3 verres, bonjour les dégâts. Ça, c'est un slogan qui date de 84. J'ai vu ça sur le net. Un point partout, Nico. L'alcool au volant, la mort au tournant. Ouais, c'est pas très joyeux, mais bon. Non, mais ok, on peut valider. Seb. Boire ou conduire, il faut choisir. Oui, bien. Boire ou conduire, il faut choisir. Alors justement, j'ai une variante pour celle-ci. Je m'en fous. Comment ? J'ai une variante pour celle-ci. Ouais. J'ai trouvé boire ou conduire, vaut mieux rester dormir. Ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est bon, c'est bon. C'est très féminin. Ouais, donc faut toujours avoir son oreiller dans sa bagnole et sa couette. On est à 2 partout, Nico. Trop de vin, c'est pas malin. Trop de vin, c'est pas avec la voix M6. Avec la voix M6. Trop de vin, c'est pas malin. Seb. Seb, 5 secondes. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Oui, bravo. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Donc j'ai c'est pas Nico. l'année.
J'ai pas l'année de celui-là, mais il est connu. Oui. Trop de bière, c'est la galère. Trop de bière, c'est la galère. On est à 4. Au passage, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Ça, c'est suite à une grosse négociation avec les lobbyistes qui disaient, bah oui, mais nous, pendant ce temps-là, on vend plus d'alcool. Donc, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Comme ça, il y en a qui peuvent continuer à boire. Seb, on est à 4-3 pour Nico. Je peux faire appel à un ami ? Ouais, tu peux faire appel à un ami. Tu fais appel à qui ? Stéphane. À Stéphane. C'est trop facile. Quand tu sors de chez Dabin et que t'as pas bu, c'est pas bien. Je suis pas sûr qu'on faire appel à un deuxième on va ami. l'accepter. Et là, c'est pas un ami, là. C'est pas un ami. Moi, moi, j'ai trop de vodka à tuer ma Skoda. Seb. Avec le Pernod, j'ai emplafonné ma Renault. Voilà. D'accord, ok. Allez, on accélère. Avec Champomy, tout le monde arrivera jusqu'à son lit. Non, mais on a dit contre l'alcool. Non, mais d'accord, ok. Seb. Avec David Rival, faut mieux être à jeun. Bon, non, on peut pas valider celle-là. Eh ben, c'est Nat et Nico qui vont chroniquer. Il avait pas envie de chroniquer. En même temps, vu la gueule de ma chronique. Je voulais terminer quand même sur Tu t'es vu quand t'as bu du Chanel numéro 5. 91. Et vous, l'alcool, vous en êtes numéro 97. Et puis 2 verres par jour et pas tous les jours, ça c'est le dernier né des slogans. Et il y a Jean-Michel qui vient de partir. Johnny Walker. Oui, je sens que je suis indésiré. À Château-Thébault. Maintenant qu'on a sorti tout le slogan possible et imaginable, tu vas pouvoir rester avec nous puisque on va boire évidemment avec modération dans un instant. Juste après la chronique de Nat. Alors la chronique de Nat et Nico, j'envoie le jingle de Nat forcément ou pas? Non, oui, on voit c'est avant tout la chronique de Nat. Chronique assumée de Nat. Nat et Nico, c'est la première fois que vous chroniquez en duo. C'est exact. Allez-y, c'est à vous. Alors, je pensais pas. Nous, on va boire un coup pendant ce temps. Je pensais pas avoir un sujet raccord à ce point à ce qu'on voulait dire. Et c'est nickel. Ouais. Donc là, moi, je voulais aborder la charge mentale. En fait, mentale. tu as laissé ton corps agir, tu as laissé le mental. Ouais, je sais pas. La charge mentale, alors allons-y. Donc c'est un nouveau concept à la mode, comme le burn-out, et qui, comme le baby blues, semble associé à un public exclusivement féminin. Mais heureusement, J'ai 2 mots à vous dire est une émission qui permet de tordre le cou aux idées reçues et qui prône aussi la parité. Je tords le cou aux idées reçues. J'ai donc pu faire appel à un expert masculin. C'est moi l'expert. Ici présent pour vous offrir 2 versions de cette notion. On va commencer par une petite définition de la charge mentale. En tout cas, ça semble regrouper le plus souvent l'organisation et la gestion de la vie familiale et professionnelle. Pour la maison, organiser les rendez-vous, les inscriptions, le paiement des factures, la gestion des stocks. Maman, il n'y a plus de papier WC. Maman, il n'y a plus de céréales. Chérie, il n'y a plus de muscadet. Va chez Poiron d'Abin. Ah oui, c'est bon, maintenant on va avoir l'adresse. Donc ça Donc, il faut aussi faire que tous les plannings coïncident. Ah bah non, je peux pas déposer la voiture au garage, te récupérer à la gare et récupérer les enfants à la Quaponnet Zumba en même moment. C'est pas possible. Donc on va prendre un exemple concret. Je veux bien voir à quoi ça ressemble. Tu peux plus, ils ont noyé les poneys. Il y a un âne derrière, on peut peut-être... Et il y a une mini-piscine. Il y a une piscine, c'est bon. Voilà. Il y a tout à la température. Donc, je vais prendre un exemple concret. Par exemple, quand je dépose les enfants à l'école le matin, il me reste généralement 2 heures avant de partir au travail. Ce qui signifie que je ne finis pas à 17h, mais un petit peu plus tard. Donc quand j'arrive à la maison, je tombe régulièrement sur la brosse à cheveux de mes filles qui traîne sur la table basse. Non, ce n'est pas là qu'elle se range. Vous avez remarqué comme elle change de ton quand elle parle vraiment de sa life. Donc, avec ma brosse à cheveux à la main, direction la salle de bain, jusqu'à la normale. Et là, je tombe nez à nez avec un tas de linge sale. Donc demi-tour, direction la machine à laver. Ce qui me fait penser à noter lessive sur la liste de courses. Tant que j'y suis, tiens, je vais regarder les comptes où on en est. Et bah oui, c'est vrai, il y avait le virement à faire pour la cantine. Et je devais aussi prendre rendez-vous chez le dentiste. Et là, un coup d'œil... T'interviens jamais dans sa chronique ? Non, moi j'arrive après. Et là, un coup d'œil sur mon portable. Et après 1 ou 2 parties de Candy Crush, c'est l'heure de partir au boulot. Candy Crush quand même. Ah bah oui. Dans l'histoire, il est fort probable que la brosse à cheveux ne soit pas rangée et se retrouve dans un endroit encore plus insolite que sur la table basse. Cette charge mentale peut donc être source de conflit dans votre couple quand votre moitié retrouvera la brosse à côté de la machine à laver. Vous risquez d'entendre « Purée !» Langage politiquement correct pour les enfants et la radio. Il y a encore la brosse qui traîne.
c'est... Il y a encore la brosse qui traîne, mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est pourtant pas compliqué de ranger une brosse. Effectivement, c'est pas compliqué. C'est pas simple, il te parle mal. Hein. On s'arrange. Il y a la parité aussi. On va le se faire accompagner par... Alors, j'ai un truc aussi sympa. Explication de la charge mentale par la psy à ma fille. Tu vois, quand maman étend le linge, elle pense en même temps au repas qu'elle va vous préparer après. Alors que papa va étendre le linge, faire une pause, puis passer à une autre tâche. Effectivement, vu comme ça, c'est un peu réducteur, d'autant que dans la famille, c'est moi qui fais les pauses. Repassage, Candy Crush. Préparation repas, Candy Crush. Devoir, Candy Crush. Ça peut durer longtemps comme ça. Et puis de toute façon, la palme de la charge mentale revient au lion. Qui est-ce qui va chasser et s'occuper des enfants pendant que monsieur glande sur un rocher au soleil? Alors attends, j'arrête tout de suite Nat. T'es pas d'accord, Nico? Non, je ne suis pas d'accord. Égalité des sexes oblige. Nous aussi, les hommes, nous sommes aussi confrontés à cette même charge. J'ai même dit à Nat qu'il fallait que je lui trouve un nom parce qu'on parle de charge mentale et moi je dirais c'est peut-être la charge spectrale, là, celle qui est tout autour de toi et qui va pas tarder à te tomber dessus. En effet, en tant qu'hommes, nous gérons notre travail, comme vous, les femmes, le quotidien familial, comme vous, les femmes, et nous sommes confrontés à un florilège de secteurs dans lesquels nos compagnes nous laissent généreusement la main. Par exemple, l'automobile, son entretien, son plein pour ne pas se salir, parce que c'est mon truc de me salir en faisant le plein de l'automobile. J'ai pu constater récemment qu'une vidange, un choix de pneus pour ne pas se vautrer sur la route, un contrôle technique à planifier pour éviter une prune, ça occupe le cerveau aussi. Hein, ça occupe le cerveau. Le jardin, surtout pour tondre, parce que c'est fatigant. Mais réparer la tondeuse quand elle déraille pour éviter de se couper un membre, gérer dans son planning d'emmener les paquets à la déchetterie, les paquets d'herbe à la déchetterie, ça occupe aussi nos cerveaux. Tu vois, je parlais d'image d'Épinal, Amélie. Attends, c'est pas terminé. Alors ok, sortir les poubelles car c'est sale. Sortir les poubelles car c'est sale et qu'on a le droit d'être cracra parce qu'on est des mecs. Hein. Je vous l'accorde, ça nous occupe pas trop le cerveau, sauf ne pas oublier ni se tromper de jour au risque de faire ressembler son devant de maison à une déchetterie. Les travaux en tout genre, on peut s'en occuper car c'est physique. Eh bien, pas que. Dernièrement, j'avoue que mon cerveau a été mis à rude épreuve lorsqu'il a fallu échafauder un plan pour économiser, accrochez-vous bien, 15 € par mois et savoir comment faire installer la fibre optique. Aidé d'un technicien muni d'un QI de dinde décomposé, j'ai démonté la cuisine, découpé le placo sous mon compteur électrique, creusé devant la maison pour retrouver le regard de raccord. Et premier truc que ta femme te fait souligner une fois que tu as terminé, punaise, on n'a pas BFM TV. Mais en fait, on aurait pu ne rien avoir du tout. On le voit, tout cela peut vite tourner à la guerre des sexes. Sur qui en fait le plus, et qui s'occupe le plus des enfants, et qui a le cerveau le plus encombré, et qui est le meilleur dans toute cette histoire. Alors calmons le jeu. Et petit rappel à nous tous les hommes, je n'aide pas ma femme à nettoyer la maison, je la nettoie car j'y vis aussi. Vous répétez après Nico. Voilà. On a dit que c'était une émission laïque. Mais tu vas voir, je n'aide pas ma femme à cuisiner, je cuisine car j'habite ici. Je n'aide pas ma femme à faire la vaisselle, je la fais car je l'utilise aussi. Je n'aide pas ma femme avec les enfants, je m'en occupe car ce sont les miens. Je n'aide pas ma femme pour la lessive, je le fais car c'est aussi mon linge et celui de mes enfants. Je ne suis pas un aide à la maison, mais Scoop, un membre de la famille. Je déduis de cette introspection que peut-être que la véritable raison de nos incompréhensions, nous les hommes, c'est qu'on attend tous, j'insiste bien, tous, bêtement un merci. Pourtant, en retour, on dit rarement merci à nos épouses pour tout ce qu'elles font et qu'elles endurent. Construis ta reconnaissance. Hein ? Alors faisons les choses en binôme intelligent. Reconnaissons que nous avons des secteurs dans lesquels on gère mieux que d'autres. N'hésitons pas à dialoguer pour nous trouver des solutions. Nos enfants n'écoutent pas ? Faisons pareil, nous avons malheureusement oublié. Et sans enfermer nos enfants à double tour, faisons un joli tas de leur linge puant qu'on postera sur leur mur Facebook, histoire de leur montrer qu'ils sont eux aussi des membres de la famille et qu'on gère à deux comme des as les nouvelles technologies. Et nous les mecs, prenons des initiatives sans attendre un retour. Et vous les filles, punaise, faites le plein toute seule quand même. Et merci pour tout. La prochaine fois, nous aborderons la délégation à l'égard des enfants. Merci, ça va? Des commentaires les invités sur cette double chronique pour le coup là, il y avait double dose là ce mois-ci. Non.
Ouais, je tiens à souligner que mon mari a eu la primeur hier de la chronique, donc j'ai fait la partie de Nico. Ah, c'est vrai. Oui. Ah, d'accord. Et c'est pour ça qu'il n'est pas non, voulu venir, en fait. pas du tout, il gardait les enfants, donc la parité est chez nous aussi. Et surtout, en fait, il n'a pas du tout aimé Nico, ta partie, il t'a trouvé trop gentil. Trop féminin. Ouais. Voilà, trop féminin. Tu nous l'envoies pour la première chronique de la rentrée. Voilà, c'est ça. Pas de réaction particulière. Eh bien, il est temps d'accueillir notre deuxième invité. Moi, à vous dire, l'invité de l'émission. L'invité de l'émission. Oui, une réaction peut-être, Daniel. Daniel, une réaction. C'est un mot, quand on Ouais. aime, on ne compte pas. C'est vrai, c'est vrai. Sage. On peut le voir comme ça aussi. C'est vrai. Je suis complètement perdu dans mes jingles en fait, mais c'est pas grave, je vais y arriver. C'est l'histoire de deux frères vignerons engagés qui perpétuent ensemble l'histoire de la maison. Poiron d'Abin, productrice de muscadet et de produits innovants ici à Château-Thébaux depuis, tenez-vous bien, 1858. Voici la moitié du duo. Voici Jean-Michel Poiron. Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Jean-Michel, rebonjour puisqu'on s'est parlé à plusieurs reprises. Donc c'est toi qui est à l'origine c'est toi qui as commis cet apéro en fait, si je comprends bien. Eh oui. Donc là j'ai servi un cépage historique. On en parlera un petit peu plus tard. On va avec modération dans quelques instants. Ouais. Qui se dénomme le Berligou en méthode champenoise, histoire de se rafraîchir parce qu'il fait quand même chaud ce soir, il fait bon. Donc, c'est clair. Et il y en a qui se sont précipités dessus, puis d'autres qui restent pour l'instant un petit peu sobres. Stéphane, un mot à propos de Jean-Michel. Oui, toi, t'es tout le temps sobre. En fait. Jean-Michel, c'est comme Michel. Et puis, il y a des contributeurs qui voudraient être peut-être servis là derrière, je ne sais pas. Ça y est. Stéphane. Oui, Jean-Michel, c'est comme Michel. Je les connais depuis très longtemps et par contre, ils ne me connaissaient pas. La première fois que j'ai rencontré Jean-Michel, il était avec son frère Laurent dans les vignes. Ils avaient taillé et j'ai été les voir et je leur ai demandé si je pouvais prendre du sarment. Et ils m'ont dit ok, mais tu fais tout le rang parce que nous sinon on est obligé de passer pour broyer le reste. Et c'est comme ça. C'était en 96 et puis quelques années après j'ai découvert avec mon ami Michel les fameuses portes ouvertes des Poirons d'Abin. Les fameuses portes ouvertes que je déroule régulièrement. 2 fois par an. Qui se déroulent régulièrement. On fait pas mal d'activités sur le domaine, mais en fait, c'est les deux plus fortes. Ouais. On a compris tout à l'heure que tu étais un créatif, donc musique classique, dans la cave, et puis là, tu crées. C'est quoi ta plus grande fierté ? Disons que tous les jours, c'est un défi, quand je me lève, je dirais, moi, ce qui m'intéresse dans un produit, c'est me donner de l'émotion pour pouvoir, je dirais, que chacun la retrouve quoi. Me surprendre pour vous surprendre. C'est vraiment. Ça c'est le slogan de la maison Poiron d'Abin. C'est vraiment le slogan. Ouais. Alors pour produire du vin haut de gamme, il faut commencer évidemment par la taille. Comment on taille la vigne chez Poiron d'Abin ? Disons que la taille c'est quelque part 6 mois de l'année où la vigne va se retrouver donc sans activité. C'est la période pour moi la moins stressante, c'est la période la plus... évidemment, il y a la plante d'or, on va lui faire sa petite coiffure. Sa petite coiffure d'hiver. Et au printemps, évidemment, elle se retrouvera prête à attendre les saisons qui arrivent derrière. C'est quoi les choix ? Comment on fait ? Décris-nous la scène, qui pour la plupart, j'imagine, ne connaissent pas grand-chose. Je dirais la taille en elle-même, c'est une période même d'un point de vue... Alors, c'est bien sûr, c'est émonder, retirer les serments qui sont de trop et conserver que... il y a vraiment une construction. C'est vraiment... On croit comme ça que quelque part, c'est... on ne peut pas faire par une machine. Tu veux dire que tu ne tailles pas au pif ? Tu ne coupes pas les branches comme ça, comme chez mes rosiers ? C'est véritablement, si tu veux, non, pas comme un rosier, justement. C'est vraiment une construction, en fait. Et t'as beau faire, chaque cep, c'est un individu. Et t'aurais beau vouloir exactement faire le même, t'auras jamais le même cep. La nature est plus forte que nous. Et ça, on se rend compte, mais... au quotidien, c'est je dirais un vrai défi avec la nature, avec les éléments. Qu'est-ce que t'a appris la nature ? La nature m'apprend tous les jours à être humble. Je pense qu'il faut rester très humble. Des conditions climatiques ?
les conditions climatiques, je dirais un produit, il va où il veut aller, une vigne, elle va où elle veut aller, mais en même temps, l'homme fait son boulot de... un petit peu de dompteur, mais pas... Oui, c'est ça, c'est son boulot on parlait de mental, d'acheminement, oui. On parlait de mental et de rapport au corps tout à l'heure. Est-ce que ça se transpose à ton métier? Est-ce qu'il y a je dirais... derrière l'intention initiale, mentale, cérébrale, une nécessaire adaptation, forcément, notamment à la nature et à ce que tu observes aussi? Complètement. Je dirais... Là, tout à l'heure, je rebondis sur la taille, puisqu'après, on va avancer sur autre chose, mais je vois, j'ai des tailleurs. Alors, vous allez les voir, vous allez dire, punaise, dans quelles conditions ils travaillent? Il fait mauvais, ils ont l'imperméable, Mais au bout du compte, c'est un moment où tu tailles et tu fais un repli sur toi-même qui n'est pas désagréable. Je dirais tu fais un repli sur toi-même. T'es une pub pour les vendanges à toi tout seul, quoi. Non, je parle de la taille. Avant les vendanges. Je parle vraiment de la taille. La taille, c'est un moment, évidemment, il n'y a pas de stress quand tu fais ça. C'est un repli sur toi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu... disons que tu penses à beaucoup de choses. Oui, c'est presque une façon de méditer, finalement. C'est une façon de méditer. Un retour à soi-même et pas un repli sur soi. Non, c'est pas un repli sur soi. Non. C'est bien effectivement un moyen de se projeter, de pouvoir laisser son imagination un petit peu travailler. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui pratiquent la taille revendiquent ça, on va dire. Pour vous dire, moi parce que sur nos métiers, on peut effectivement pratiquer de la taille à la tâche, c'est-à-dire qu'en clair, on remet à une personne un îlot de vigne, il a un certain nombre de cèpes, et il sera payé en fonction de la taille de cette vigne. Et on a un monsieur qui, lui, est né en 1940 et il se fait un plaisir de fou à venir tailler. Je crois que tu allais dire, il y a ce pognon dingue à venir tailler chez nous. Mais il gagne sa vie aussi. Il gagne sa vie. Et, donc en clair, le slogan du jour, tailler, c'est méditer. Non. C'est bien. C'est pas complètement idiot. C'est pas complètement idiot. Hein. Je veux dire, après c'est vrai que t'as des gens qui s'y retrouvent, en clair. Oui, c'est clair. Voilà. Qu'est-ce qu'on boit chez vous, alors? Du muscadet? Alors, chez nous, on boit plein de choses, parce qu'on a donc 15 cépages. 15 cépages. C'est quoi un cépage? Un cépage, c'est une variété... Alors là, si on rentre dans ce délire, c'est quelque chose. Parce qu'en fait, chaque cépage... Chaque cépage... C'est un peu la vigne pour les nuls, cette émission, en fait. Chaque cépage est près de 1000 individus. C'est-à-dire qu'avant les années 80, on avait en fait des plantations où tu avais, pour une variété donnée, Chardonnay, Sauvignon, Melon de Bourgogne, puisque c'est le cépage du muscadet, on avait des microgénomes légèrement différents. Et donc, le viticulteur multipliait sa vigne Donc c'est quoi c'est quand on dit multiplier, c'est faire en quelque sorte des boutures? Alors, on pourrait éventuellement multiplier la vigne. Et il reste tranquille. Hein. On pourrait même pour des questions comme ça. Ouais, on pourrait multiplier la vigne par bouture. Ouais. Mais la vigne, en fait, elle est aujourd'hui greffée. Parce que, on a évidemment des maladies qui nous sont arrivées d'Amérique. Tout est arrivé d'Amérique. On peut faire une greffe et la planter dans mon jardin, ça poussera comme chez toi? Oui, alors si le plan est greffé, oui, il n'y a aucune raison. Ouais. Je veux dire, je vais te donner mon adresse. Oui. Non, mais il n'y a pas de raison. Je dirais la vigne... Qu'est-ce que tu as greffé, David? En fait, elle demande un soin. Tout à l'heure, on parlait de taille, parce que la vigne, avant tout, c'est une liane. Ouais. Si tu la tailles pas, elle va monter à l'arbre, là. Hein. Pas de souci. Hein. Et donc, quelque part... Non, en fait, c'est un bonsaï, la vigne. Donc il faut. Alors, qu'est-ce qui fait que le cépage historique, qui est le Berligou, qui est présent sur 5 hectares seulement, Stéphane? Non, là, alors, ce qui va se passer... On parle du Berligou et je vois l'index se lever tout de suite. C'est ça, parce qu'en fait, là, jusqu'à présent, on a écouté le viticulteur. Ouais. Et là, tu viens d'appuyer sur le bouton l'historien.
Et là, pour l'instant, il était au ralenti, mais il va accélérer. Il va accélérer Alors, le mouvement. Jean-Michel, l'histoire Alors, du Berligou. on a quand Déjà, même- il va se mettre Déjà, debout. attention, parce qu'on a une- Alors, parce qu'il faut chronique rentrer qui dans compte. sa cave. Il faut rentrer dans sa cave. Il vous fait un cours d'histoire fabuleux. Allez le voir le samedi matin, c'est un show. On a quand même une Alors, il n'y a chronique pas que éco le- avec y a pas Seb que et le on a samedi Michel matin, derrière. C'est parti, c'est parti. Il n'y a pas que le samedi matin, Allez. c'est tous les jours. En 2 Et- minutes 30 chrono. 2 minutes 30 Non, c'est 8 minutes que ça dure. Voilà, c'est parti. C'est 8 minutes. Non, en fait, voilà, donc bon, je vais quand même introduire en Ouais, disant alors j'avais que... pas fini ma question d'ailleurs. Voilà. Je Non, mais me c'est pas le- rappelle Vas-y, plus. vas-y, David. Non, la question c'était le cépage Berligou. Qu'est-ce qui fait qu'il est présent sur 5 hectares seulement chez vous, qu'il soit unique et introuvable ailleurs dans le monde si tu dis que c'est possible de le greffer? Alors, On pourrait le retrouver là, en Californie? là, aucune raison. Vous avez vu, il que- reste qu'on le tranquille retrouve. quand je parle de vin Aucune- californien. Non. Ici, on est sur un terroir qui tient la route et donc on n'a pas peur de la concurrence. Donc, oui, pour en revenir, donc ça, évidemment, nous, on est avant tout producteurs de muscadet. On a travaillé sur beaucoup de cépages. On a fait des recherches sur chacun des cépages. Et il y en a un qui, effectivement, nous a suscité beaucoup d'émotions puisqu'il était planté sur la propriété d'Anne de Bretagne. Et ce cépage, je dirais, c'est... Dans le château. Je le fais en histoire un peu. Vas-y. On y- on y va. Je t'ai invité pour ça, Jean-Michel. Voilà. Donc, quelque part, on est en 1460. Il faut savoir que la France n'a pas du tout la même allure qu'aujourd'hui. Elle est divisée en 3. On a d'un côté François II, duc de Bretagne, lui qui est né à Clisson et qui a fait sa vie à Couëron, au château de Chabessière. Couëron, à l'est de Nantes. Petite propriété. À l'ouest. À l'ouest, oui. J'ai dit à l'ouest. Non, t'as dit Alain de Cour mais c'est pas grave. Bon, C'est ça. à l'ouest de Nantes. Et puis, entre les deux, tu as Louis XI. Louis XI, à l'époque, on est à 1460, c'est une saleté finie, on ne l'aime pas du tout. Hein. Et puis, Ouais, moi, je l'aimais pas du tout. Ah J'avais bah pas, non, non. j'avais pas voté pour lui d'ailleurs. Fallait Il a un pas sale être nom. à travers parce que lui, il te mettait en cage, il te suspendait, donc celui-ci, on l'aime pas du tout. C'est vrai qu'il a une autre voix, hein, l'historien. Hein. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Et donc tout autour, tu as Charles le Téméraire, qui lui est duc de Bourgogne. Lui possède la Hollande, la Belgique, le Luxembourg. Pauvre garçon, il lui manque la Lorraine. Il a son gros paquet de Bourgogne qui passe dans le royaume de France, si bien même qu'il se voit faire la Grande Bourgogne jusqu'à l'Atlantique. Évidemment, on connaît la suite, 1470. Ah bah oui, on connaît la suite, ouais. Mais bon, en 1460, c'est la Bourgogne qui va prévaloir par rapport au royaume de France. Et là, il a besoin d'alliés, ce seront les Anglais, ce sera François II. Et comme ils sont amis, cousins, ils se font des présents. Le présent qui va être fait, c'est ce fameux cépage remarquable, le fameux Berligou, dit vin des privilèges. Il ne sera servi qu'à la cour de France. Il sera planté donc à la Chabessière à Couëron, propriété de sa fille Anne de Bretagne. Il sera planté également à Basse-sur-Mer, tout près du château de Guérande. Ce cépage dit des privilèges, donc sa fille, Anne de Bretagne, se mariera en 1491 avec Charles VIII, se remariera avec Louis XII en 1499, vivra à Orléans, Blois, son château de Langeais, et elle exigeait qu'on lui serve son vin de Berligou. La petite Brette n'aime pas le gamet de Touraine. Ah, livraison. Ah, il y avait du féminin. Livraison express déjà à l'époque. Hein. Ah bah oui. Comment il Amazon. arrive chez toi, ici à Château-Thébault? Ah bah on va y arriver. Et qu'en 1400. Mais alors là, Mais d'abord, il y a la Révolution française. Mais là, Et ensuite, le 6 juin, le débarquement. Et évidemment, il y a Encore toute les cette- Américains. il y a une vraie histoire derrière, quoi. Chaque étape est importante. Donc, on a vu qu'il montait à Orléans. Le 30 avril 1598, on a un personnage, lui qui arrive sur son cheval blanc. Il arrive pour signer la fin de sa Ah, c'est Henri IV. On l'appelle le chevalier blanc et je cours et je Henri vole IV. secours les Et Henri enfants. IV, il faut savoir que c'est un personnage qui est un épicurien, il aime bonne chère et bon vin, c'est ses propres mots. Et quand on va le recevoir, on va lui offrir les mets les plus fins. On lui offrira ce vin de Berligou. Et quand il dégustera ce vin, ce que vous allez vous écrouiller tout à l'heure quand vous dégusterez. Et là, il va ce fameux- prononcer un poiron d'Abin. Ah non Ah non, non, non Il s'est écrié en disant Mon Dieu. Diantre que c'est bon Ventre Saint-Gris Les ducs de Bretagne n'étaient pas de petits compagnons. Quand même Pas petite allusion.
Le cépage continuera sa course, toujours servi à la cour de France, puisque lui, il le fera servir déjà au Louvre. Le 5 septembre 1661, on a le 5 septembre. C'est une très bonne date, ça. 1661. C'est l'anniversaire de Louis XIV. C'est exactement, puisqu'il est, c'est 23 ans. Et celle de David, accessoirement. 23 ans, il accède au trône. Et là, évidemment, il est reçu à Nantes pour faire les États de Bretagne. Je vous la fais complet ou pas? Comme la galette. Alors, on la fera complet bientôt en chez tournée. toi en venant te voir pour Oui. un reportage peut-être spécial. Voilà. Là, on va la faire raccourci. Bon, parce que alors, sinon, je vais la raccourcir. Michel Berger va se barrer. Alors, à ce moment-là, je te la raccourcis. Ouais. Donc, lui vient faire les États de Bretagne, il fera les États de France, ça lui permettra de construire le château de Versailles en faisant emprisonner Nicolas Fouquet. C'est rapide. Donc, le cépage montera au Louvre et à Versailles. Mais à la Révolution, il faut savoir que Nantes était bleue et révolutionnaire, et tout autour, on était blanc. Et on était chouan. Et donc, ils se sont affrontés sur cette propriété qui a été une superbe symbolique, qui avait porté une duchesse, 2 fois reine de France. Cette propriété sera mise à sac, mise à non-intérêt. Elle était loin de Nantes, 15 km. C'est un énorme roncier qui s'est installé au 19e siècle et qui a été retrouvé donc en 1930 après que 2 compères, donc un comte, le comte de Camiran, accompagné de Joseph Picot, qui connaissent l'histoire que j'ai narrée, qui vont retrouver sur ces... Évidemment, je vous ai dit que la vigne, si elle n'était pas taillée, elle devient une liane. Donc sur ce roncier, il y a des lianes. Ils vont extraire 170 cèpes, un peu plus. De ces 170 cèpes, donc, qui seront plantés dans une parcelle de muscadet, on plante 7000 pieds à l'hectare. C'est peu. En fait, on ne peut pas véritablement faire des vraies cuvées avec aussi peu de volume. Et donc là, on va se retrouver le cépage. Donc le cépage, il est planté pas très loin de chez nous. Donc nous, on est sur Château-Thébault, d'un côté de la rivière, et il est à Saint-Fiac, à la Bourchinière, à Saint-Fiac, chez Jean-Yves Picot en 1993. Donc c'est le petit-fils du pépiniériste. Lui va me révéler que c'est un cépage qui est remarquable, qui prend pas trop les maladies. Le raisin, c'est vachement bon. C'est noir. Mais on a affaire à un sans-papier. On ne peut pas le revendiquer. Et en France, quand tu n'as pas de papier, tu n'as pas de papier. On peut pas le revendiquer. Et que tu es noir. On peut pas le revendiquer. Ça veut dire quoi, on peut pas le revendiquer? Alors, il est sans papier d'identité, sans nom. Enfin, il a un nom, mais enfin, en fait, il faut retrouver ses génomes. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il a fallu attendre 2003 pour qu'il soit reconnu, qu'il soit du coup... et qu'il passe de l'autre côté de la rivière. Non, il est resté à Saint-Fiac. Absolument pas, parce qu'il y a encore plein d'étapes. C'est-à-dire que Mais Gérard Depardieu dans tout ça, il est où? Ah, lui, il est resté dans son Anjou. Donc aujourd'hui, c'est 5 hectares. Alors, et c'est un peu le produit star chez vous. Alors, c'est nous, en fait, il est rentré sur l'exploitation donc en 2011. Et on a pu produire les premières grappes en 2014. C'est évidemment un produit star. C'est un vin qu'on essaye évidemment de... Il est là, à consommer avec modération. Un slogan peut-être, Nico? Pardon? Il y a des slogans pour ça. Là, le vin, c'est toujours avec modération. Moi, je vais vous dire, le vin, c'est... Oui, vas-y, prends un micro. Non, moi j'avais sans une bouteille de vin, ta vie prend un 20 sur 20. Oui, mais on est toujours dans la prévention, merde. Hein. Compétition. Moi j'avais boire nuit à votre diction. Oui, c'est vrai, ça peut. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Bon, voilà, ça c'était notre quota prévention, évidemment. Le vin, moi, je dirais, c'est mon quotidien. Ouais. Il faut savoir, c'est un produit pour moi gastronomique. Vous prenez un plat, vous le prenez avec de l'eau, fait par le meilleur des chefs, il sera très bon votre plat. Mais si vous le prenez avec un vin qui va bien, déjà vous montrez au 2e étage. Ouais. Mais si le vin il est parfait, vous montrez au dernier étage et là vous découvrirez la ville et la campagne derrière. Et d'ailleurs, parfois, on compose des repas maintenant à partir du vin dans certaines caves-restaurants. Ah ben pour moi, c'est essentiel. Ouais. C'est essentiel. Alors qu'est-ce qu'on mange avec le Berdigou?
Avec le Berligou, c'est un vin qu'on peut tout à fait imaginer avec un cerf qui a été tiré par François II en forêt du Gave. Mais on est capable de l'imaginer aussi avec une petite volaille qu'il élevait dans le fond de la cour du Château des Ducs. Ça marche aussi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un vin qui a une polyvalence. Moi, je veux bien goûter finalement, parce que je suis resté sobre pour l'instant. Donc, évidemment, là, Est-ce qu'il y a une version végétarienne avec le Berligou? Elle est forcément végétarienne. C'est un vin rouge. Daniel derrière toi. Nico, Daniel. Monsieur Poiron. Jean-Michel Poiron. Jean-Michel, oui. Monsieur Jean-Michel. Est-ce que c'est, puisqu'on parle de muscadet, c'est un blanc ou un rouge? Alors, c'est un cépage rouge. Mais avec un cépage rouge, on peut évidemment faire les trois possibilités. On peut faire un blanc, on peut faire un blanc avec un cépage rouge. Bien entendu. Tout cépage rouge, ce qu'on appelle un blanc de blanc, c'est un blanc de cépage blanc. Avec un cépage dit gris. On a de la coloration dans la peau qui nous permet de faire un blanc ou un rosé. Et dans un cépage dit noir, on peut faire un blanc, un rosé, une méthode champenoise que vous avez goûté tout à l'heure. C'était du Berligou. Ou alors vous pouvez éventuellement faire des rouges profonds sans aucun problème. Seb ? Oui. Non, je te voyais réagir. Non, Stéphane ? Non, mais rouge sur rouge, rien ne bouge. Et rouge sur blanc, tout fout le camp. Exactement. Alors on va pouvoir goûter peut-être pendant ce temps-là. Donc il n'est pas possible de l'exporter parce que vous le protégez. Alors vous avez raison. Au jour d'aujourd'hui, évidemment, ce cépage, il est reconnu comme rare et introuvable ailleurs au monde. Il a été, on va dire, dans ses identifiants. On a une assimilation. Faut arrêter de boire. J'ai pas bu. Non, mais disons. Non, on l'a surveillé, il est légèrement assimilé, on va dire, au pinot noir. Ouais. Ce qui fait que, quelque part, un peu comme l'homme est assimilé au singe. Voilà, maintenant c'est un vrai... Voilà, on a deux génomes qui sont différents. Non, mais c'est un peu la même chose. Si vous voulez, il y a très peu de différence. Et Gérard Depardieu dans tout ça. T'as 90, je pense qu'entre l'homme et le singe, t'as 98, c'est ça. Et là, c'est pareil. Mais ça change tout. Il parle moins, il boit plus. Voilà. Alors fais-nous goûter. Fais-nous goûter pendant. Personnellement, c'est un vin médiéval. Combien de bouteilles produites, Jean-Michel? Alors, on fait à peu près 4000 bouteilles, ce qui est assez peu. En fait, quelqu'un va servir si tu veux. C'est un cépage pour te laisser parler. Alors c'est un cépage. Vous allez retrouver évidemment ces notes de chocolat, de cerise à l'eau de vie. C'est un. Alors là, je vous ai ramené un 2015 parce que le 2017, qui lui a séjourné en fût de chêne breton de la forêt du Gave et de la forêt de Brocéliande, puisque François II, duc de Bretagne, n'aurait pas été chercher son bois en Limousin chez Louis XI et en forêt de Concey-sur-la-Loire. Et donc on a évidemment élevé ce vin comme l'aurait élevé François II. Et donc c'est des vins qui sont de grande garde et qui tiennent très très bien. Bon, évidemment, il faut avaler si on goûte. Alors, tu avales toi en tant que professionnel? Alors moi, évidemment que j'avale. Là, je vais avaler, mais tous les jours, quand je déguste 50 à 100 vins par jour, ce qui a été le cas aujourd'hui. Oui. Oui. Et non, on déguste. Arrêtez avec votre humour à deux balles. On recrache une fois, deux fois, ou voire trois fois, et on peut parfaitement faire le métier sans être alcoolique. Ça, c'est pour ça que moi, la raison, il faut l'amener évidemment quand on consomme des produits vins. Délicieux. En même temps, il faut le vin, pour moi, c'est un aliment. Il faut, comme tout aliment, si vous consommez trop gras, c'est pas bien. Si vous consommez trop sucré... Et regarde ce qui est en train de se produire. Quelqu'un qui ne boit jamais va goûter le Berligou. Attention, regardez bien. La caméra au ralenti. Voilà, le caméra. Ouais, il va s'écrier diantre. Tu feras un zoom. Diantre, une volaille par là-dessus.
Ça va, il te plaît? C'est bien, c'est pas trop Quelqu'un fort. qui ne boit Voilà, Pas trop fort. c'est la force C'est et vrai. la tendresse Jamais, comme fait. aimait Anne de Bretagne. Stéphane, un dernier mot? C'est vrai que ça pourrait tenter quand même de boire du vin rouge quand même. Oui. Parce que je le trouve pas très très fort. hein, effectivement. C'est pour ça qu'il montait à la Cour de France et qu'il avait ce côté suave et en fait c'était ce côté féminin qu'appréciait Anne de En parlant de Bretagne. féminin- Stéphane, un dernier mot, et puis un dernier mot, Jean-Michel, sur le Nova Vinum. Allez rencontrer Jean-Michel, Laurent et aussi parce qu'il y a beaucoup de féminins aussi dans cette équipe. Ah Notamment oui. ta femme, Sandrine. Bah, on est 13 à travailler. 13 au total, Très au total, et mais au moins 4 femmes. Ah oui. Ouais. Bah, 2 à la vigne, 3 au bureau. Et puis des tailleurs occasionnels. Ah oui, on Et est des très- tailleurs ouais, occasionnels. voilà. Le Nova Vinum, ça c'est un produit innovant. Alors, bon, moitié c'est vin, une- moitié bière. C'est une petite aparté. Alors là, on appuie sur le bouton alchimiste. C'est Ouais, une- mais en version 30 secondes. Disons que c'est une petite aparté. En fait, ça, c'est venu du fait que mon épouse aime la bière. Mes filles aiment la bière. Je n'aime pas la bière. Et donc, il y a 4 ans, donc j'ai créé ce produit, donc qui est on va dire un cocktail. Donc, Un cocktail de vin et de bière alors, qui le mot cocktail n'est pas très juste. qui fait s'arracher les cheveux aux douaniers parce qu'ils ne connaissaient pas la taxation Exactement. adéquate. Donc en fait, ça, c'est une co-fermentation, puisque là, il s'agit de 2 entreprises, 2 artisans de la commune de Château-Thébault, la Conviviale et donc nous-mêmes, Poiron d'Abin. Donc la Conviviale nous remet donc son mou de malt et de houblon, et nous, on va co-fermenter pour moitié. Donc soit avec du Gewürztraminer, soit avec du Grolot noir, du Caux Malbec ou du Sauvignon Fiégris. T'as remarqué, David, tu l'as dit 30 secondes. Hein. Oui, on y est. Ah non, mais il est très bien. Il lui en reste 15. Il est très très bien. Voilà, j'ai été coupé, donc j'essaye de se passer. Ça, les 30 sont passés à la main. C'est moche de faire ça. On ne fait pas ça aux invités, c'est pas possible ça. Daniel. Il a bu. Jean-Louis. Jean-Michel. Tu disais que il y avait ton Bertico. Berligot. Berligou. Berligou. En face Berligou. de la On est serre, sous, ça y est. à Saint-Fiacre. Oui. Est-ce que ils en font de ce vin ou tu es le seul à le Alors non, alors en fait, à la Bourchinière Saint-Fiacre, c'était un conservatoire. Et le viticulteur était donc... Bon, en fait, lui mettait toute sa force et son énergie sur le muscadet et ne voyait pas d'intérêt à développer autre chose. Donc en fait, c'était... Voilà, et effectivement, la région ici s'est beaucoup construite à travers le produit muscadet. Donc tout ce qui était autour n'avait que peu d'intérêt. En fait, moi, à l'inverse, en fait, mon frère, lui, avait été formé en Alsace. Moi, j'avais été formé sur la région de Saumur. Moi, j'aimais créer, et donc, quand t'entends parler de quelque chose comme ça, j'avais mon grand-père Poiron qui, lui, était voisin de cette parcelle, qui m'en avait parlé. Et moi, j'aime l'histoire, j'ai toujours aimé l'histoire. Et il n'y avait pas de raison. Donc après, il y a aussi un groupe qui s'est formé pour retracer toute cette histoire, pour le faire valider en tant que cépage. En tout cas, tu nous as bien montré voilà. tes talents et de vigneron et d'historien aujourd'hui. Merci Stéphane pour cette belle rencontre. Merci. Est-ce que Rayorus t'a inspiré des dessins? Parce que nous, on ne voit pas en bout de table, évidemment. Les caméras de Kevin Roland prennent régulièrement ce que tu croques. C'est inspirant. Prends le micro de Seb. Ah bah tout à fait, là j'en suis actuellement à 26 pages depuis le début. Ah oui, tout de même, quelle production. Voilà. Bon, on essaie de suivre le plus vite. Il carbure au berligou en fait. Hein. À consommer avec modération. J'ai du coup retrouvé une citation d'époque de Louis XIV du coup qui, parlant du berligou, disait « Ce petit blanc, il est pas dégueu ». Mais il était daltonien, on le sait bien. Voilà, on a également Indiana Jones à la recherche de la coupe de cristal, puisque le vigne est une liane. Hein. À la coupe de la vigne, du coup, bien dégagée derrière les oreilles. Et on regardera ça évidemment en détail. Merci Rayoureux, merci Jean-Michel Poiron. J'ai 2 mots à vous dire. Et tout le monde peut ramener sa fraise.
Et pour la première fois dans cette émission, nous allons parler d'économie. J'ai dit à Seb, non mais j'ai retrouvé ta chronique de mon côté, j'ai dit à Seb, s'il y en a bien un dans le réseau de contributeurs de J'aide-moi vous dire qui a légitimité à parler d'économie, c'est bien toi. Il me dit, oh tu déconnes, je dis si, je t'assure, tu pourrais même parler de la BCE et rendre ça sexy. Mais t'es un grand malade, David. Je ne sais pas. On vient de parler de féminité, on vient de parler de vin, et on va parler de BCE. Et on va parler de la Banque Centrale Européenne. Franchement, à une heure, il est 20h. Belle cabriole, bravo. 20h44 au moment où nous enregistrons. Tiens, Daniel s'en va d'ailleurs. C'est quelqu'un de sérieux. C'est du grand n'importe quoi. Alors vas-y, Seb, c'est à toi. Je crois que je suis le premier à faire une chronique sur la BCE avec un verre de avec un verre de Verligo. Bravo. TV. Alors on y va. En fait, David, en fait, quand tu m'as dit, dis donc Seb, en ces temps d'élections européennes, tu nous ferais pas un petit papier sur la BCE. J'avoue, j'étais au volant, j'étais complètement égaré. J'ai dit bah oui, bien sûr. Oui. À un moment, il dit faut que je raccroche. Ça fait 3 fois que je fais le tour du rond-point. Exactement. Mais mon GPS il commence à me dire n'importe quoi. Et puis en fait, la BCE, ouais, effectivement, c'est super facile, c'est simple à expliquer. C'est fun. C'est super fun en fait. C'est vachement léger avec un verre de vin. Tu veux il manque un barbecue. Sébastien par là-dessus. C'est un message pour Stéphane. Il manque un bon barbecue. Et Stéphane, en fait, il manque un bon barbecue. Oui, fait 2 fois. Pour faire griller du CAC 40. Je me disais. Je vais proposer une merguez party. Alors vas-y. Ouais, si t'as pas les musclés, la merguez party, c'est. Je suis pas sûr d'avoir ça abîmerait mon ordinateur. Elle commence quand la chronique? Ça fait saigner un peu les oreilles. Non mais c'est la chronique, en fait, c'est la chronique. Allez, on accélère. Et donc en fait, vous expliquez la BCE en 4 minutes, on n'est pas très loin de Tom Cruise en Mission Impossible. Vous savez, la scène où il descend pendu par un fil. Mais tu es un garçon sympa. Je suis sympa. Alors là, tu es en train de me piquer mes réponses. Tu ressembles à Tom Cruise. Voilà. En fait, je suis sympa, je suis courageux, je suis presque téméraire, David. Ouais, et en fait, je relève le gant, comme l'aurait dit Rambo. Non. Rocky. Non, te laisse pas démontrer. C'est Expendable autour de la table. Continue à tailler là. Et en fait, je vous expliquais la BCE et Madame Solange. Parce qu'en fait, cette chronique, j'ai décidé de l'appeler Madame Solange au pays de la finance. Alors, comment ça marche? Eh bien, comment ça marche, David? Eh bien, voilà, ça y est, je suis paumé. En fait, la BCE, tout le monde l'aura compris, ça veut dire Banque Centrale Européenne. En fait, la BCE, c'est l'institution financière en charge du système monétaire des pays de l'Union. C'est un peu la super méga banque de l'Europe. C'est quoi une super banque? Voilà, merci David, une super banque. Ah non mais je suis. Non mais c'est super fluide, j'adore. En fait, la mondialisation de l'économie nécessite en effet de centraliser certains organes financiers afin de maîtriser les aléas de la vie économique. On parle de banque centrale pour désigner les organes économiques super puissants. Et la plus célèbre des banques centrales, c'est Stéphane. La Banque Populaire. Non, mais ça c'est. On n'a dit pas de pub. On a dit pas de pub, t'es vraiment. Caisse d'épargne. Mais non, la Fed. La Fed. C'est la Fed, c'est n'importe quoi. En fait. C'est n'importe quoi. En Europe, attends, si tu veux poser des questions à quelqu'un de sobre, alors qui est... Non, c'est pas une question de sobriété. Ça suffit, les placements de produits, merde. Voilà. Alors, continue. Qu'est-ce qu'a fait Madame Solange là-dedans? Donc la Fed. Madame Solange, en fait, non, Madame Solange, on n'y est pas encore parce que en Europe, pour les pays ayant adopté l'euro, on parle pas de Fed, mais on parle de Banque Centrale Européenne. La BCE, en fait, elle a remplacé notre chère Banque de France. En résumé, seul on va vite, mais ensemble, on va loin. Mais alors ça sert à quoi d'avoir une banque centrale et c'est quoi le lien avec Madame Solange? Eh bien David, en 2009, je suis désolé, je ne vais pas aussi loin, en 2009 on a vécu quasiment la pire crise économique de notre histoire, on n'était pas très loin des années 30. Et avec la faillite de la banque américaine Lehman Brothers et la bulle des prêts hypothécaires, les subprimes, ça a entraîné une gigantesque crise financière. Et là, c'était intéressant d'avoir des banques centrales parce que les banques centrales se sont toutes ensemble coordonnées pour baisser les taux d'intérêt et éviter la faillite de l'ensemble des banques commerciales. Et les banques commerciales, c'est la banque de Madame Solange. En fait, c'est là que la BCE intervient. Ah oui, d'accord. En fait, la BCE, elle a 2 grandes missions. Elle s'occupe des taux d'intérêt et elle s'occupe aussi du volume d'argent qu'elle injecte dans le système économique. Et puis le problème avec la crise financière, en fait, c'est qu'en 2009, les banques commerciales commençaient à ne plus avoir confiance entre elles. Alors qu'est-ce qui se passe quand les banques n'ont plus confiance entre elles? Eh bien là, on dit que le système interbancaire, il se grippe. En fait, quand on n'a plus confiance en son voisin, par exemple ici Stéphane, si j'ai plus confiance entre Stéphane, je vais m'adresser à quelqu'un d'autre par exemple, et si personne ne veut me prêter de l'argent, je vais peut-être trouver quelqu'un, par exemple David, qui va me prêter de l'argent, mais à un taux d'intérêt complètement prohibitif. Un usurier, quoi. Un usurier, exactement. Et quand il y a trop d'usuriers autour de la table... toi
Il y en a une qui a fait des études quand même. En plus, c'est ton De surnom, lettres, David. Des études de lettres. Mais quand t'as dit usurier, j'ai pensé à David. Donc, Ouais, en fait. Bon, on va parler des cachets. Allez-y, on va c'est parler la des dernière. cachets. Lâchez-vous, après, lâchez-vous. on va parler C'est des la cachets, dernière, on s'en fout de la saison. Et en fait, Je refais le casting cet été. si le marché interbancaire, c'est toutes les personnes réunies autour de la table ici. Le problème, c'est que si plus personne n'a confiance en soi, il faut qu'on s'adresse à une personne qui est capable de nous prêter de l'argent et à un taux, si possible, pas trop élevé. Ouais. Et là, c'est intéressant parce qu'effectivement, s'il y a bien quelqu'un qui veut me prêter de l'argent à 6%, il faut que je trouve quelqu'un qui me prête de l'argent à un taux qui m'évite de tomber en faillite. Et si je suis la banque commerciale, la banque de Madame Solange, c'est mieux si je tombe pas en faillite. Donc c'est une façon de réguler les banques commerciales en clair. Exactement. Les banques centrales. Exactement. Comme ça, En fait, personne ne quand- peut plus jouer le rôle du jury. Exactement. La BCE, c'est l'arbitre. C'est l'arbitre des élégances. Quand plus personne veut se prêter de l'argent, on peut s'adresser à la BCE et c'est la BCE en fait qui va dicter finalement le taux d'intérêt auquel les gens se prêtent de l'argent. Exemple, 2009, qu'est-ce qui se passe? Une illustration. Eh bien, exemple, en 2009, les taux à l'époque étaient à 4%, l'inflation était très élevée et les banques effectivement se demandaient si l'une d'entre elles n'allait pas tomber et entraîner avec elle les autres. On appelle ça l'effet domino. Et donc, les banques centrales de l'ensemble du monde, l'ensemble des banques centrales, ont coordonné en fait un mouvement massif de baisse des taux d'intérêt pour amener les taux d'intérêt progressivement à 4, puis 3,5, 3, etc., etc. Aujourd'hui, on est dans un système où effectivement les banques centrales ont mis quasiment toutes leurs taux à 0%. Et il n'y a guère finalement que quand l'économie repart que les banques centrales peuvent remonter leurs taux. Pour faire repartir l'économie, il faut qu'on parle d'inflation, David. Et c'est là qu'intervient la deuxième mission de la Banque Centrale Européenne. D'accord. La deuxième mission de la Banque Centrale Européenne... Vous suivez toujours, hein? C'est de juguler l'inflation, en fait. Elle se fixe un objectif, un taux d'inflation dans la zone euro, par exemple, qui est de 2%. Et son objectif, en fait, c'est de vérifier que le volume d'argent dans l'économie est suffisamment important pour atteindre ces 2% sans les dépasser. Et là, elle fait tourner la planche à billets. Et elle... Ah oui. Exactement. En fait, la planche à billets, c'est ça. Donc elle fabrique des billets? Pas tout à fait. Non, en fait, c'est quoi la planche à billets alors? La planche à billets, en fait, c'est le fait de se trouver, comment dire, de racheter en fait la dette des États sur des volumes très importants. Voilà. Donc un exemple. La France a Eh bien, la France, quand elle a besoin d'argent, elle peut s'adresser à la BCE et la BCE va acheter les emprunts d'État et en achetant les emprunts d'État, elle va faciliter le refinancement de l'économie française à des taux en plus très intéressants. C'est ce qu'a fait Sarkozy, non? Il a pas racheté, il a pas revendu une partie de la dette de la France non? Ah, il y a plusieurs problèmes. Il a fait avec, plein de choses, Sarkozy, parce qu'il était le président au moment de la crise. Stéphane, refile-lui un verre de Berligou là. Oui, parce qu'il va finir par nous parler des Balkany. Voilà, on n'est pas à Levallois-Perret, monsieur. Je rappelle qu'on reçoit Michel. C'est toi qui as acheté le Riad. C'est toi qui as acheté le Riad en fait. C'est toi le vrai propriétaire. Pour du Riad. répondre, À vous. Pour répondre et conclure. Oui. Pour répondre et conclure, en fait, Madame Solange, elle peut s'adresser à la BCE. Enfin, elle peut pas véritablement s'adresser à la BCE, mais elle peut remercier la BCE d'avoir effectivement évité la faillite de sa banque commerciale en 2009. Et puis surtout, on peut citer un exemple. Rappelez-vous les taux d'intérêt en 2009, on était supérieur à 4. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt sur 20 ans qui sont plus proches de 2,50, voire un petit peu en dessous, ce qui a permis aux gens en fait. On parle des prêts IMO là. Des prêts IMO, ouais, ça a permis aux gens en fait d'emprunter sur des durées même un petit peu plus courtes. De renégocier ses prêts. Oui. Merci pour les banques, effectivement, de renégocier ses prêts. En fait, c'est des chroniques en duo là. En plus, elle était bonne en français, mais aussi en maths apparemment. Oui. Si, en maths, je confirme. En fait, elle s'occupe des en finances. maths, elle a été excellente. Elle s'occupe des finances de son ménage. Vous ne saurez pas donc, pourquoi. Forcément qu'à un moment donné, elle a dit à son mari, j'en paye trop cher sur son. Ouais. Exactement. D'où la charge mentale. D'où la charge mentale. Merci qui? Merci. La BCE. Merci la BCE. Merci. Et la prochaine fois, en fait, j'essaierai de faire une chronique un petit peu plus sobre sur la BCE. Pas sur la BCE, sur Madame Solange. J'ai pris de la baguette de pain. Ah bah ça nous intéresse. Bah tu reviens en septembre. Merci, c'est dans un instant. Michel Berger, notre invité. À tout de suite. J'aimerais vous dire, ça vous plaît comme émission? Alors, restez avec nous.